Bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Ilgard et aujourd'hui nous allons parler de négociation de contrats. On va peut-être rentrer un peu dans le côté anecdote d'ailleurs. Comment ça se passe ? La négociation, un peu les coulisses. Est-ce que vous avez d'ailleurs un peu des trucs un peu croustillants, que ce soit d'un côté ou de l'autre ? Bonjour. Ouais, déjà bonjour. Déjà bonjour, Bonjour bien d'abord. sûr. Déjà bonjour et j'allais y venir. Aujourd'hui je suis du coup avec... nous sommes ensemble tous les trois, donc avec Louise et Alex. Louise qui va peut-être se représenter, Alex qui va peut-être se représenter. Ils vont le faire très rapidement, très succinctement et enchaîner directement sur le sujet d'ailleurs, parce qu'ils sont très forts. Bonjour à tous, moi c'est Louise. Je co-dirige l'agence Ilgard avec mon collègue Alexandre. Vous faites tous les deux un travail d'agent, vous faites aussi de la gestion administrative, vous faites la négociation de contrat, vous faites la rédaction, vous faites beaucoup de choses. À destination des créateurs. À destination des créateurs évidemment. Non, mais on fait pas la cuisine pour les créateurs. Mais je le fais pour moi. Bientôt, ce sera... Même si faire des contrats, c'est un petit peu une petite cuisine. Ce sera le avec prochain... des ingrédients. Voilà. Ça s'appelle les clauses. Ouais, d'accord. Ça pose l'ambiance. Peut-être commencer par nous parler des étapes clés de la négociation de contrat. Par où on commence, par où on arrive. Avec une marque, pour un créateur qui veut faire, je sais pas, YouTube, Insta, j'en sais rien. On a chacun un peu, je pense, notre manière de faire, de toute façon. Ça commence par déjà bien connaître nos créateurs. Ça permet de parler en leur nom en étant à peu près sûr de pouvoir bien les représenter. Donc, dans un premier temps, je sais pas, quand on discute avec une marque, on écoute ce dont ils ont besoin. Bon, alors déjà, quand on négocie déjà, c'est plutôt avec la marque directement. On essaye de cerner les besoins publicitaire de la marque, exactement. Donc après, ça va dépendre. Hein. Il y a des marques qui vont arriver avec un objectif hyper bien défini, un créateur qu'ils veulent, etc. D'autres qui viennent plutôt nous demander... elles ont envie de faire une campagne, elles nous demandent notre avis sur la campagne. Donc là, on va discuter avec la marque, échange de mails, échange d'appels, etc. Une fois qu'on a bien défini un peu ce qu'on va faire, moi j'en parle direct avec le créateur, savoir s'il est partant, si ça correspond un peu à ce qu'il a envie de faire. Donc je rigole son accord. Et puis après, on négocie vraiment un prix juste. Une fois que tout est OK, on rédige un contrat, parce que oui, il faut faire des contrats. Mais comment tu négocies un prix juste ? Alors, c'est quoi un prix juste ? Et oui, c'est quoi un prix juste ? C'est hyper difficile dans le secteur, en vrai. Tu parlais justement de la négociation du prix. Comment tu trouvais ton prix ? En vrai, moi, je trouve ça difficile pour certaines parties de trouver vraiment le prix juste. Parce que c'est un secteur qui est hyper opaque. On ne sait pas forcément ce qui se négocie. Tout se passe un peu dans l'ombre des agences. Tout se passe dans les boîtes mail de chacun. Et du coup, c'est vraiment difficile. Enfin, des fois, on doute vraiment de trouver le prix juste. Ce que nous, on fait en général, c'est que on discute avec le créateur, savoir combien lui, il estime avoir envie. Nous, on commence à avoir un peu d'expérience. On voit ce qui se fait. On voit ce que les marques sont prêtes à mettre sur la table, certains trucs. Ça va dépendre des prestations. Les prestations pour un vidéaste sur YouTube, ça va être la notoriété, le nombre de vues que fait à peu près le créateur sur ses vidéos. La rétention, faire dans ses vidéos, il y a les vues. Ce qu'il peut faire, le côté créatif, il y a des intégrations qui sont plus qualitatives que d'autres. À quel moment on la met dans la vidéo, s'il décide de céder ses droits ou pas. Il y a tellement de variables que c'est hyper difficile de dire tel truc vaut tel prix, quoi. Chez Ilgard, on a quand même pas mal séparé les plateformes. Notamment, moi, je m'occupe beaucoup plus de YouTube que toi, tu t'occupes d'Instagram et du reste. Du coup, pour faire un peu la différence, toi et moi, on bosse pas vraiment dans le... Alors, on fait le même travail, mais on s'est séparé quand même les choses chez Ilgard. Moi, je suis quand même plus axé sur YouTube, tandis que toi, t'es plus du côté d'Instagram. C'est vrai que la façon de négocier les prix est pas du tout la même. Moi, je parle de mon côté, mais du coup, du YouTube, ça commence à devenir pas classique, mais bon, on sait plus ou moins combien peuvent coûter 1000 vues, combien peuvent coûter plein de choses et tout. Donc, on arrive à peu près à trouver des prix plus justes. Par contre, toi, sur Instagram, c'est quand même plus nouveau. Savoir si c'est un réel, si c'est un post, si c'est une story, si c'est un pack. Y a plein... Toi, tu as vraiment beaucoup de variables, toi, de ton côté, pour trouver le prix juste. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. Maintenant, moi, une chose à laquelle je m'attache énormément, ça peut être aussi le contenu, le rapport que peut avoir le contenu avec la vidéo directement. Donc l'intégration et la vidéo du créateur, parce que ça peut jouer aussi sur le taux de rétention, parce qu'il faut savoir que on n'est pas, c'est pas un secret, les gens quand ils voient une intégration, en général beaucoup la skip, donc la passent.
Comment on fait pour pas qu'il la passe? Du coup, il faut quand même que ce soit une intégration assez naturelle ou qu'il soit suffisamment original pour que ça donne envie en fait aux viewers de regarder. Donc en fait, beaucoup de choses se jouent dans ces moments-là. Je prends par exemple ton exemple à toi. Toi, typiquement, tes intégrations pourraient faire l'objet. D'ailleurs, tu as fait une vidéo pour toutes tes intégrations NordVPN avec ton personnage de. Il y a un moment maintenant, ça remonte. Ouais, ça fait un moment, mais il y a une compilation de toutes tes intégrations NordVPN que tu as fait sur ta chaîne secondaire. Ouais. Parce qu'en fait, en tout cas, moi, je pense que tu le vois, mais c'est un esprit à part. C'est une création complètement à part ton intégration, où tu laisses un peu plus libre cours à ta créativité. Bien que tes vidéos le soient aussi, mais bon, le sujet est quand même un peu plus sérieux vu que tu fais de la vulga et tout ça. Et là, tu peux mettre des couleurs, faire n'importe quoi, faire des sketchs. Donc c'est vrai que nous, par exemple, ça peut jouer dans les négociations parce qu'en fait, tu fais quelque chose t'apportes une vraie patte. C'est pas juste une présentation de voilà, aujourd'hui le sponsor c'est ça, ils font ça, c'est super cool, allez voir. Non, tu crées j'ai presque envie de parler de storytelling. L'idée, c'est de rendre le moment pas très chiant, quoi. Pas Exactement. trop chiant. Moi, si je pouvais ne pas le faire et vivre très bien sans, évidemment que je le ferais pas. Mais bon, maintenant qu'il faut que je le fasse, j'essaye de faire en sorte que c'est un bon moment pour moi sur le tournage et que c'est un bon moment pour les gens à regarder, quoi. C'est ça. De toute façon, je pense qu'une collaboration qui fonctionne, c'est une collaboration où tu sens que le mec a pris du plaisir aussi en même temps. Hein. Si c'est vraiment voilà, je vous fais la présentation. Et toutes les marques ne sont pas réceptives à ce traitement. Non, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui font attention, peut-être des fois trop, des fois pas assez. Je pense qu'il y a des codes sur Internet qu'il faut appréhender. C'est pas forcément le cas de toutes les marques, mais c'est aussi notre travail en tant qu'agent de permettre à ces marques-là justement de trouver le ton. Leur audience. Ouais, leur audience, le ton qu'ils devraient donner à tout ça. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on les dirige vers des créateurs. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va vouloir un truc un peu barré ou qu'on pense que ça peut rentrer. Moi, je sais que je vais penser à toi, comme il y a des trucs où ça peut être beaucoup plus sérieux. Pour citer, par exemple, une personne avec qui on travaille, mais Bidouille, typiquement, c'est que ses intégrations sont quand même un peu plus sérieuses. Et lui-même, il fait carrément des vidéos dédiées où il va dans des usines. Enfin, c'est complètement différent la façon de travailler. On va pouvoir en parler. C'est bien sûr, dans un second truc, mais c'est vrai que voilà. Donc, du coup, faut trouver le ton, je pense. Et en fonction du ton, déjà, ça peut déjà être une première piste pour savoir combien peut être le prix, parce que ça demande des moyens aussi de faire une intégration. En vrai, il faut du matériel, il faut du temps, il faut un script, il y a plein de choses à faire. C'est là où on a quand même un gros travail de vulgarisation à notre échelle et d'éducation aux marques. Alors on fait de l'éducation du côté des créateurs pour leur expliquer les objectifs d'une agence, d'une marque, et on fait de l'éducation du côté annonceur, leur expliquer exactement. Voilà, par exemple, après c'est vrai que ça se sent beaucoup plus sur Instagram parce que il y a beaucoup de marques qui proposent un système de commission et tout. Il y en a aussi pas mal sur YouTube, mais il y en a pas mal qui vont faire une collab annuelle où tous les mois tu postes un nombre de stories et t'es payé à la commission. Alors il y a un petit fixe. Nous on a un peu à cœur de faire un fixe parce que faut bien que tu payes ton loyer. Et avec la commission en fait on se prend, moi en frontal parce que je suis l'intermédiaire, mais on se prend des remarques parfois de certaines marques sur le fait que là ce mois-ci ça n'a pas beaucoup vendu et donc ils rentrent pas dans leurs frais. Mais t'as envie de leur dire si en plus ils n'ont pas payé de base. Alors oui, pour celle-là, voilà, déjà, celles-là ne prennent pas de risques. En général, elles ne se permettent pas ce genre de réflexion. Ouais. Mais quand tu as un fixe et que tu as un variable en plus, ou parfois, pour le coup, ça passe sur un variable au-delà d'un certain montant et en dessous ça reste sur le fixe, mais des fois ça vend pas bien, mais parce que parfois les produits sont pas bien mis en avant, parce que le site internet rame, plein de raisons parce que des fois parfois c'est le mois de janvier, j'imagine, on vend moins qu'au mois de décembre. Ça dépend, après c'est directement les marques qui savent plus ou moins quand elles vendent, tu vois, ça peut être des trucs avant l'été. Et des fois, alors il faut quand même aussi se dire que oui, les marques savent quand elles vendent, par exemple, elles savent toutes qu'elles vont bien vendre en décembre ou en novembre, mais du coup elles veulent toutes sponsoriser des vidéos en novembre. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Ça, c'est sûr que dans la détermination du prix juste, c'est sûr que nous on a plus de demandes novembre, décembre. Du coup, si la marque veut l'espace, forcément va falloir peut-être aligner un peu plus. Forcément, ça paye plus. Et après c'est aux créateurs aussi de comprendre que au moment de novembre-décembre, il va valoir un peu plus cher, au mois de janvier un peu moins. Je reprends. Il faut s'arrêter à un prix, savoir à peu près combien on coûte. C'est très important, surtout dans un secteur comme ça où c'est un peu le Far West. C'est dur, c'est comme on dit depuis le début, c'est difficile de savoir combien on vaut, combien on vaut pas. Il faut pas se sous-vendre, ça surtout pas. Beaucoup le font, hélas, mon grand désespoir. J'en parle des fois avec des créateurs. Ouais. C'est aussi l'un des problèmes. Moi, je sais que j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps en stream
avec mon public, où je leur disais les tarifs. Je leur disais, bah là, faut compter que à peu près une vidéo, c'est payé tant, etc. Et moi, il y a une réflexion à laquelle je suis souvent confronté, c'est, on pensait que tu les vendais plus cher, donc c'est-à-dire, en fait, ils surestiment moi combien je vaux, mais ils sous-estiment très largement combien valent les gens qui ont plus d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y a des quelqu'un qui fait 2 fois plus d'abonnés que moi aujourd'hui peut être vendu 3 fois plus cher et pas 2 fois plus cher. Ouais, ça, il y a ce phénomène. Et aussi à contrario, pour revenir sur ce que vous disiez, on se rend compte aussi que dans le lot, il y a aussi des gros créateurs qui sous-vendent, mais qui sous-vendent drastiquement, hein. C'est-à-dire qui bradent, qui coûtent vachement moins cher. Et nous, moi, ça me fait chier quand on vient voir et qu'on me dit, mais attends, lui qui fait 3 fois plus d'abonnés, il vaut le même prix que toi. Je sais, mais moi, qu'est-ce que j'en sais ? Parce qu'en fait, on n'a pas de grille de prix déjà pour commencer. Je pense pas que ce soit prévu que ce soit fait, parce que c'est super compliqué de mettre une grille de prix, parce qu'en fonction du contenu qu'on vend... Ouais, il y a beaucoup de critères. Ouais. Après, il y a tellement de critères. Genre, toi qui fais par exemple de la linguistique, est-ce que tu vas te vendre autant ? Je reprends l'exemple de Monsieur Bidouille, mais qui fait de l'ingénierie, tu vois, par exemple. C'est compliqué. Vous n'avez pas le même type de client, vous n'avez pas le même type en fonction du secteur, voilà. Il y a tellement de trucs. Voilà, toi, tu fais beaucoup de bouffe, je sais, sur Instagram et tout, ce que c'est vraiment pareil que des gens qui partent en voyage, par exemple. Les budgets sont pas forcément les mêmes, donc ça joue beaucoup. Et ensuite, il y a quelques grilles qui tournent un peu sur Internet et tout, mais ou même si on demande à une IA de nous faire une grille de tarifs, elle nous l'a fait. Après, l'IA ne sait pas qu'elle sait pas. Par exemple, quand on nous sort les grilles et tout, mais même publiées par des agences de com et tout, qui ont fait du volume, donc elles savent de quoi elles parlent, il y a des chiffres sur lesquels c'est c'est vraiment plus cher que ce que nous on arrive à négocier, et il y a d'autres trucs où vraiment c'est sous-évalué. Du coup, on a pas l'impression de discuter avec les mêmes marques, quoi. Moi, j'y connais rien en sponsor Insta, j'en ai jamais fait, donc pourquoi c'est pas logique comme écart ? Pour moi, la story peut tout à fait trouver son public et beaucoup mieux vendre qu'un Reels. En fait, le Reels va être proposé quand même, après je parle sous couvert de l'algorithme du moment, le Reels va beaucoup plus être poussé peut-être aux non-followers et peut effectivement faire beaucoup de vues et du coup être vendu cher, je veux dire en coût pour 1000 pour le coup peut être vraiment intéressant. La story par contre elle parle vraiment aux initiés, aux gens qui regardent vraiment le créateur, et donc quand un créateur parle d'une marque en story, il s'adresse vraiment à ses followers et il y a un climat de confiance. La manière de parler n'est pas la même qu'en Reels. En Reels, t'es obligé de faire un truc un peu divertissant si tu veux que ça pète. Donc en gros, t'achètes un public plus captif. C'est pas le même public. En fait, ça dépend, parce que pour moi, le réel, du coup, je dis ça à la française. Je sais pas comment faut le dire. Moi, je dis un réel, mais du coup, pour moi, un réel, il s'inscrit il s'inscrit aussi dans le temps. Il fait partie d'une page directement Instagram. Le problème de la story, même si tu as raison, tu t'adresses directement à l'audience visée. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur le côté, le réel, finalement. Oui, il y a un côté moins éphémère. C'est ça, il reste sur la page. Donc en fait, toi qui viens de découvrir Instagrammeur ou Instagrammeuse X, tu vas regarder un peu ce qu'elle a fait d'autre parce que t'es tombé sur la page pour toi, un truc drôle ou peu importe, un truc qui t'a plu, quoi. Tu vas regarder un peu ses autres travaux et puis d'un coup, tu vas tomber sur la collaboration qu'elle a faite il y a 3 mois, tu vois. Et peut-être que jusqu'ici, t'avais pas pensé à bosser avec ce truc-là, mais en tout cas, la marque a réussi son truc de on a parlé de moi, il y a peut-être une nouvelle personne qui me connaissait pas, qui me connaît dorénavant. Ouais, mais il y a les stories à la une aussi. Et pour le coup, c'est vraiment en haut du profil. Ouais, et il y a beaucoup de marques maintenant qui demandent à ce que ce soit à la une pour au moins une durée qui est négociée, pour le coup, qui fait partie de la négociation. Le Reels, par exemple, c'est pareil. Contractuellement, c'est un peu comme pour les vidéos YouTube. On détermine une durée max pour laquelle l'intégration reste sur la plateforme. Le Reels, c'est pareil, sauf que en tout cas, les créateurs avec qui je travaille, quand ils font des Reels, ça leur fait un contenu en plus, quoi. Donc elles vont pas forcément le supprimer au bout de tel moment parce qu'elles sont contentes de leur truc. Mais si elles sont pas contentes, à partir de au moins 3 mois, elles peuvent le supprimer. De toute façon, les gens scrollent pas jusqu'à ce moment-là. On est beaucoup plus dans un flux d'instantané. Voilà. Sur Insta, par exemple, pour commencer à bien marcher, je pense que poster 3 fois par semaine, c'est une bonne moyenne. Il faut le faire régulièrement pour être boosté par l'algorithme. À compter de 3 par semaine pendant 3 mois, déjà, ton Reels, il est bien noyé, quoi. Et après, ça dépend de la qualité. Il y a beaucoup de Reels qui sont vendus, pour le coup, en droit d'auteur, après. Donc, vendu en droit d'auteur, ça veut dire que la marque récupère les droits d'utilisation pour le booster, par exemple, le sponsoriser et tout. D'ailleurs, petit conseil, si
si vous négociez directement pour Instagram, faire bien attention à ce truc-là, parce que dans beaucoup de contrats, c'est déjà écrit qu'ils récupèrent les droits d'utilisation sponsorisés derrière avec Meta Business, tout ça. Et ça, pour le coup, ça se paye. C'est vraiment une prestation supplémentaire qu'ils aient le droit de récupérer la pub après pour leur com perso, quoi. Et ça, il y a beaucoup de créateurs qui se retrouvent, en tout cas sur Insta, parce que ça va très vite, qui se retrouvent à avoir, à devenir un peu ambassadeur de la marque. Et tu vois, mais hey, tu es devenu ambassadeur dorénavant. Tu vois, en post sponsorisé ta pub que tu as fait pour, je sais pas, un écran de télévision, tu vois partout, alors que pas signé pour ça, ça te rapporte même pas vraiment de followers. Tactiquement, si, t'as signé pour ça, mais t'as pas fait attention, quoi. T'as pas fait attention. Et ça, pour le coup, les créateurs avec qui j'ai discuté qui avaient eu ça, ils ont pas eu l'envie de se battre. Ils ont juste dit ah bon, j'avais pas compris. Ah bah ouais, mais c'est écrit dans le contrat. Ou alors ah bah non, trop tard, le truc est lancé, zut. Je pense que tu vois, genre tu parlais justement que c'était peut-être un peu trop. Je pense que peut-être aussi les logiques c'est de passer. Pour moi, YouTube c'est un peu l'historique. Dans le sens où c'est un peu la première plateforme sur laquelle c'est arrivé ce genre d'intégration. Et en fait, en tout cas jusqu'ici, les intégrations sont ad vitam aeternam Ouais, il n'y avait pas de notion de durée jusqu'à très récemment. Non, et puis même les vidéos directement sur YouTube restent longtemps. On sait qu'il y a des marques qui ont joué le jeu dès le début et qui ont inondé un peu le secteur de YouTube, en sachant pertinemment que dans 3-4 ans, les vidéos seraient toujours là et qu'on parlerait encore d'eux dans ces 3-4 ans. Parce que ce qui se passe avec les vidéos YouTube, c'est qu'on les voit en 2013. Moi, ça m'arrive des fois de revenir sur des vidéos que je regardais quand j'étais petit. Des fois, ça vieillit très mal, mais c'est pas le sujet. Des fois, je suis un peu deg parce que le code promo fonctionne plus. Ouais, ça, c'est chiant. Ça, c'est les marques, je trouve, elles anticipent mal, pour le coup, parfois, ce genre de truc où les codes promos sont extrêmement temporels, genre au bout de 30 jours, ils ne fonctionnent plus. Là, c'est arrivé récemment pour moi, où c'est les X premières personnes qui cliquent sur le lien qui vont pouvoir bénéficier de l'offre. Ah ouais. Ce qui est un peu dommage parce que même pour eux... Tu peux cliquer sur le lien pour le coup et vraiment pas acheter, quoi. Effectivement, cette notion de durée n'est pas toujours bien intégrée. Bah ouais, tout ça pour rebondir sur le fait que dans l'esprit, en tout cas nous quand on a fait l'agence et tout ça, c'est aussi le but de recommencer plusieurs fois une intégration. On se dit souvent comme agent de créateur, mais en fait on est surtout l'intermédiaire entre les créateurs et les marques. C'est aussi peut-être à nous de dire aux marques, parfois, ok, bon, en vrai c'est super cool, ça marche bien. Si toi tu as dans l'imaginaire de te dire, bon, avec cette marque-là, j'aimerais bien recommencer plusieurs fois et que ça fonctionne, t'as peut-être aussi tout intérêt à dire, écoutez, moi je veux bien 2000 €, c'est super, génial, mais est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on fasse un truc à 3000 mais étalé sur le temps? Au moins vous voyez un peu le truc, comment ça fonctionne sur le long terme, et en fait tu crées aussi une relation de confiance entre créateur et la marque, et si ça se passe bien, parce qu'en fait il faut savoir quand même que nous quand on travaille en one shot avec des gens, ça marche pas forcément du premier coup. Il faut souvent... C'est le problème. Hein. Parce qu'en fait, vous êtes tout de suite, on vous dispute en mode ça n'a pas fonctionné, donc on recommencera pas. Mais en fait, je pense que c'est le même principe qu'une pub à la télé. Hein. C'est la répétition. C'est ça, je vais voir ma pub de camembert, je vais dire ah ouais, il a l'air bon. La première fois, je m'en fous, la deuxième fois, je m'en fous, la troisième fois, je me dis oh putain, je taperais bien un camembert, quoi. Ça, il y a des marques qui ne l'ont pas intégré, j'ai l'impression. Qu'elles ont l'impression que le one shot peut marcher et qu'il y a une rentabilité immédiate. Ça peut arriver et c'est compliqué de travailler comme dans ce cadre-là. Si je peux jouer l'avocat de l'autre partie du coup, mais en fait pour une marque, ce qui se passe, qui est contraire à la télé, ça va être une pub qui va être qui va durer longtemps. Il n'y a pas forcément une réduction ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de palpable directement. Tandis qu'en fait sur une intégration YouTube, il y a un peu aussi YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, mais il y a cette notion d'instantanéité en fait, dans le sens je fais une sponsor, par exemple sur la chaîne Linguistique AE, comme tu disais, les 50 premiers, ils ont cette réduction là. Si ça m'intéresse, il faut vraiment que je le fasse maintenant parce que sinon je ne fais pas partie des 50 premiers. Et je pense qu'il y a aussi cette réflexion là qui se fait en mode pendant 15 jours, si vous utilisez mon code, vous avez le droit à tant de réduction. Ok, ça veut dire qu'il faut que je le fasse maintenant. Et en fait, la réflexion peut être bonne dans le sens tu vas te dire que vu que c'est obligatoirement maintenant, les gens vont le faire. Mais en fait, il y a aussi l'effet inverse où les gens ils vont juste le voir et ils vont dire ok, sur le coup, je m'en fous, même titre que mon histoire du camembert tout à l'heure. Et en fait, dans 3 semaines, se dire putain, il y avait ce truc là, ça avait l'air vachement sympa, j'y retourne et en fait, le code ne fonctionne plus. Et ce qui se passe quand le code ne fonctionne plus, malheureusement, le code ou le lien, peu importe. Ou alors, c'est un nouveau code à chaque intégration pour la même marque aussi. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors, ça, c'est simple. En vrai, c'est simple. C'est parce qu'en fait, ils traquent pour chacune des vidéos. Et s'ils ont un code unique, ce qui se passe, c'est que maintenant, imaginons qu'ils font 6 vidéos avec toi, ils vont pas savoir quelle vidéo les a. Et du coup, faut pas qu'ils traquent les codes, faut qu'ils traquent les liens.
Alors, ça, je suis d'accord. Ouais, Ça, c'est mieux. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est mieux parce qu'au moins les gens ils reconnaissent. Enfin, moi, c'est plus facile de me dire, c'est plus facile de dire à mon public le code Linguisticae pour tous les trucs pour lesquels je collabore. Bien sûr. Comme ça, quand ils vont sur un site, ils vont tester le code Linguisticae plutôt qu'avoir des codes différents à chaque fois, y compris pour la même marque. Et c'est Il y ça. a des avantages et des inconvénients dans les deux. Après, je pense que si je me mets à la place de la marque par rapport à une pub à la télé, c'est ce qu'on disait, t'as aussi, je pense, le côté où en fait, effectivement, comme tout est traqué, t'as vraiment le truc de si la vidéo elle marche pas, c'est vraiment quand même tentant de te dire bon bah en fait ça a pas marché, je vais pas recommencer, j'ai des chiffres à rendre, enfin j'ai un patron, et si je lui dis non mais je vais recommencer avec ce créateur parce que on veut jouer la répétition, bah en fait faut que ça suive quoi. Enfin faut que ce soit faut que ça rentre dans une dynamique vraiment de communication de la marque qui se décide à la direction en fait. Ouais, parce et que donc c'est tellement tentant quand t'as les chiffres, je pense, de voir que en fait non ça n'a pas marché. Ouais. C'est tellement tentant de dire non, on va pas recommencer. Pas du premier coup comme il disait. Mais après, c'est dur quand même de te dire. Enfin moi je me mets à leur place. Est-ce que vraiment si je bossais chez l'annonceur et que j'avais tous mes chiffres, c'est difficile de plaider le fait qu'on va jouer la répétition, mais tant mieux ça va marcher. Enfin je suis sûre que ça va marcher. Alors des fois ça le fait, mais des fois bah voilà en fait t'as les chiffres devant toi et t'es obligé de rapporter les chiffres. En fait c'est cette histoire de rapporter qui est importante parce qu'en fait il faut se dire que quand on discute avec une marque, on discute pas avec le PDG. On n'est pas en train de voir avec le grand patron comment ça se passe et tout ça. En fait on discute avec quelqu'un qui est salarié, qui fait 135 heures. Des fois il pense comme nous. Hein. Et il pense comme nous, il dit ouais c'est super. Nous c'est arrivé plein de fois où il y a des collaborations qui étaient super parce qu'en fait comment se passe une intégration, je pense qu'il faut commencer par là aussi, c'est que nous ce qui se passe c'est qu'on va négocier le contrat évidemment, tout ce qui va se passer tout ça, et en fait nous il va y avoir un process en 3 étapes. Il va y avoir d'abord une première étape où vous en tant que créateur vous écrivez le script qu'on va envoyer, qu'ils vont valider ou pas. Ça dépend il y a NordVPN par exemple ne valide pas les scripts, il valide les intégrations. Parce que ça fait un moment qu'on travaille avec eux et tout ça, mais il y en a certains, enfin je pense que NordVPN avec des nouveaux ils doivent regarder le script. Alors là je fais une parenthèse, moi j'ai de plus en plus de mal on avait réussi à sortir un peu du contrôle éditorial sur les intégrations. On y revient de plus en plus. Et en fait, à quel moment on passe de c'est nous qui faisons une intégration pour la marque à c'est nous qui faisons un film publicitaire pour la marque. Là, c'est hyper important de toute façon. C'est hyper important d'en parler parce qu'en plus, à partir du moment où vous faites un truc qui est trop scripté par la marque, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de marques qui envoient leur script, c'est la facilité pour le créateur de le lire. Parce que ça demande quand même un travail d'écriture, d'écrire une pub en fait. Enfin, c'est bien pour qu'on paye, que les marques payent aussi, c'est que voilà. Surtout d'écrire avec votre patte. Le fait d'être auteur de cette pub vous donne des droits d'auteur sur cette pub. Et à partir du moment où c'est pas assez original, où vous dites exactement la même chose, que juste c'est vous face caméra qui racontez exactement ce que la marque a écrit pour vous, bah en fait, est-ce que vraiment votre vidéo elle a des droits d'auteur dessus, puisqu'en fait c'est la même pour tout le monde. Le contenu, pas la vidéo en entière, mais le contenu, l'intégration, on parle. Hein. Voilà, je reprécise. Oui, bien sûr. Je parle de l'intégration publicitaire, parce que le reste, la marque ne scripte pas pour vous, j'espère. Donc ça vraiment. m'est arrivé de recevoir un script déjà écrit pour une intégration. Pas une intégration, enfin le genre une vidéo dédiée. Ouais. Sans déconner. Ça m'est déjà arrivé une fois. De toute façon, c'est juste une grosse pub, la vidéo dédiée. Ça m'est arrivé il y a 4 ans. non, de toute façon, c'est quelque chose que je n'ai pas accepté. Très honnêtement, c'est quelque chose qui était fondamentalement illégal. Je n'avais pas le droit de parler non plus de la personne qui me finance. Je devais faire comme c'était une vidéo que j'avais écrite moi. Il y a 4 ans, ça n'était pas illégal. Hein. Si, c'est quand même les règles de la pub. Quand même. Je pense aux jeux en ligne, enfin les jeux gacha et compagnie. En vrai, c'est très difficile de faire une intégration pour ces gens-là parce qu'en fait ce qu'on doit raconter c'est presque l'univers de ce qui se passe dans le jeu avec le nouveau personnage, avec le machin et tout ça, mais en fait sans savoir toutes les infos, comment on invente tel nouveau personnage qui fait tel type d'attaque et tout ça. Moi je sais que ça, généralement j'ai beaucoup de phrases qui sont quasiment écrites. En vrai quand tu rapportes ça à l'intégration qui dure en moyenne entre 60 et 120 secondes, il y a bien la moitié qui est prise déjà par les éléments de script qu'ils nous ont donnés, donc en fait ça laisse très peu de place à l'imagination du créateur. Mais en tout cas puis c'est la facilité, et puis il y a aussi le fait de se refiler le script entre créateurs, voilà, mais il faut avoir en tête qu'à partir du moment où tu sors de ta création, de ta pub créative, voilà, tu peux perdre ton droit d'auteur dessus parce que c'est juste un interprète, quoi. Ouais. Et les interprètes n'ont pas vraiment de droit d'auteur.
Donc à partir de là, ils peuvent peut-être récupérer la pub parce que du coup, t'as moins ton droit d'auteur dessus. Ça devient plus compliqué juridiquement en tout cas, donc il vaut mieux éviter de suivre les scripts vraiment. En tout cas, c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir et que je referme. Désolé que je referme, parce que tu me parlais des 3 étapes. Donc, donc voilà. du coup, voilà, donc le script, nous c'est comme ça qu'on le divise en 3 dans le contrat. D'ailleurs, en parlant du prix du contrat, c'est bien, ça fait une très bonne transition là-dedans. Nous, le contrat, s'il y a une fin de contrat, dans un contrat, quoi qu'il arrive, quand on vous achetez par exemple une baguette de pain, la personne qui vend le pain vous donne le pain, vous avez donné l'argent, c'est une fin de contrat, vous avez payé le prix, vous avez reçu la contrepartie, merci, au revoir, c'était un super contrat qu'on vient de passer. Dans des contrats plus longs, notamment faire une intégration pour des créateurs pour des marques ou pour n'importe qui, le processus est beaucoup plus long parce que c'est pas juste on publie une vidéo et merci, au revoir. Ce serait beaucoup plus simple, mais c'est pas le cas. Donc je disais, il va y avoir d'abord une première partie, ça va être le script que vous allez écrire et que la marque va valider. Alors comme tu disais, ça se fait pas tout le temps. Mais pourquoi maintenant, nous, c'est quelque chose qu'on a automatisé chez Hilgard. En fait, ça évite que vous ayez monté l'intégration, tourné, monté, tout fait, et qu'on vous dise « Ah non, c'est pas du tout le ton qu'on veut ». En fait, le script, ça permet déjà de prévoir en amont que, vous voulez une intégration, plus ou moins, ça va être ce genre d'intégration que vous allez avoir. La marque, en lisant le script, elle va se dire « Ok, ça me va ». Nous, on l'envoie. Qu'est-ce qui se passe dans le contrat ? Nous, dans la fin du contrat, en fait, elle a 3 étapes dans le contrat. Il y a la première étape où on vient d'envoyer le script et qu'il a été validé. Si à partir de là, la marque, je sais pas, du jour au lendemain décide que c'est terminé sans que vous ayez passé plus loin l'intégration ou quoi que ce soit, nous, contractuellement, on a négocié que 1/3 du prix de ce qui a été négocié doit être payé. Parce qu'en fait, la prestation d'écrire un script, voilà, ça vous a pris du temps, ils ont validé, vous avez quand même fait une partie du travail finalement. Il me semble que ça m'était pas déjà arrivé une fois, ça. Ça t'est déjà arrivé. Ouais, ça m'était arrivé une fois. Déjà arrivé. Toi, tu avais même arrivé à la 2e étape. Donc, tu avais tourné, monté. Donc, tout était fait. On l'a envoyé. Ils nous ont dit c'est super. Très bien. La vidéo sort dans une semaine. On sort la vidéo dans une semaine. Très bien. Donc là, on arrive dans la 2e étape. La 2e étape, ils ont validé l'intégration. Vous, la prestation de faire cette vidéo publicitaire, vous l'avez faite dans le contrat. Il y a une chose en plus qui se rajoute, c'est publier sur les réseaux. Donc ça va être la 3e. La diffusion, ça va être la 3e partie. Mais en fait, la 2e partie, tourner, faire une intégration, vous l'avez fait. Vous êtes en droit de dire s'il vous plaît. Et donc du coup, nous, dans le contrat, contractuellement, on met 2/3 de l'intégration. Parce qu'en fait, il y a quand même une communication. C'est la communication publique la plus importante. C'est vous avez construit une communauté et en fait, c'est pas une intégration de vous, juste de vous, et qu'ils en fassent rien derrière qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est parler à votre communauté. C'est ça qu'ils cherchent. Et en fait, en parlant à tout ça, du coup, s'ils décident, comme ça t'était arrivé à toi. Ça m'était arrivé une fois, je me souviens. Ça t'était arrivé. 2 jours avant, ils nous ont dit en fait, on a vu que vous avez bossé pendant toute l'année avec. C'était des langues, d'ailleurs. C'était un concurrent sur les plateformes de langue. Plateforme de langue, voilà. Comme tu parles de langue, c'est un peu tout trouvé. C'est un peu le partenaire facile et à la fois le partenaire qui te veulent absolument. Et donc, du coup, nous, généralement, typiquement, dans le contrat, comme on parle d'équilibre de contrat, on met des exclusivités pendant quelques temps. Typiquement, on fait entre 2 et 3 mois. Parce que voilà, ça permet de dire on a travaillé avec ceux-là, ils sont très bien. On évite de travailler avec d'autres gens pendant trop de temps. Parce que sinon, ce serait bizarre que tu présentes une plateforme de langue tout le temps. Oui, voilà. Oui, il y a aussi des délais. Aussi. Voilà. Ça arrange la marque parce qu'au moins, elle est sûre qu'on ne va pas parler de son concurrent le mois suivant. Et puis toi, tu passes moins pour un panneau publicitaire. Bah oui, si je dis ça c'est la meilleure méthode de langue et que la semaine d'après c'en est une autre et puis que la 2e semaine c'en est encore une 3e. Et en fait, ils ont revu toute la chaîne et tout ça. Et au final, parce que c'était quelque chose qui était négocié peut-être 6 mois à l'avance. Enfin, je me rappelle, on avait tout négocié le contrat à l'avance et tout ça. L'intégration, on arrive à l'envoyer une semaine à l'avance, ce qui est plutôt rare venant de ta part qu'on arrive à ça. Ça dépend. Là, celle du prochain mois, elle est validée depuis quasiment un mois, plus d'un mois. Et celle qui venait de sortir, elle n'a pas été validée au bon moment. Mais c'est pas grave, ça arrive, c'est le jeu. Ils nous ont appelé, ils m'ont dit bah non. On l'a fait plus. Et nous, on s'est retrouvés un peu comme des cons, un peu en mode. C'est complètement rétracté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, on s'est engagé, on a bloqué le créneau. Ça nous a bloqué le créneau. Bah ouais. C'était à 2 jours de la sortie, quoi. Donc en plus, comme on dit, on fait un prévisionnel. Nous, parce que avec Hilgard, on va plus loin que juste vous trouver des contrats. On gère votre société directement. Donc, dans mon cas, ouais. Dans ton cas, ouais. Mais du coup, nous, on fait un prévisionnel. On prévoit. Toi, je sais que tu as une monteuse, donc une salariée. On prévoit, ok, on va pouvoir la payer grâce à ça, machin, Simi, il y a tout ça, il y a ton salaire, tout qui rentre en compte. Et en fait, d'un coup,
Pas d'argent qui rentre. Pas d'argent qui rentre. Heureusement qu'il y a ce genre de clause qu'on avait mis, parce qu'en fait, sinon comment on fait à ce moment-là? On se retrouve avec que les yeux pour pleurer. Et en fait... Et puis ça, quand on l'écrit dans le contrat, les marques le comprennent, enfin quand on leur explique. Surtout, ça passe par voilà, c'est ce qu'on disait depuis le départ, ça passe par de la communication, vulgariser pourquoi on met telle ou telle clause, parce qu'on veut défendre vos intérêts, et en fait quand on explique le pourquoi du comment, ça passe sans problème. Puis ça existe dans beaucoup de corps de métier. Enfin, je veux dire, tous les artisans, par exemple, sont versés un acompte, et si jamais il y a rupture du contrat, ils conservent l'acompte. Hein. C'est contractuel, c'est même dans la loi. Voilà, mais pour la web création, on est obligé de justifier un peu. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font naturellement, voilà. Mais justifier d'ailleurs, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, justifier parfois la rémunération par le fait d'avoir fait suffisamment de ventes. On avait eu le cas aussi pour une intégration YouTube, une marque qui prévoyait un nombre de téléchargements mais complètement dérisoire, délirant. Délirant plutôt que dérisoire, ouais. C'était dingo ce qu'ils demandaient, c'était ouf. Une marque qui prévoyait, voilà. Et ils nous l'avaient pas dit, ils l'ont dit au dernier moment. C'était ça qui était important. Ils avaient des objectifs cachés. Voilà, ils nous ont dit, ok, on fait la vidéo. Quand on leur a dit ça s'est bien passé, putain, il y a eu pas mal de transformations et tout. Ils nous ont dit, ah non, on imaginait 10 fois plus. Et on était en mode, mais attends, mais quoi? Ça aurait été du jamais vu. Enfin, ouais, vraiment, ouais. Et puis en fait, si les gens téléchargent pas, c'est peut-être que l'application ne leur plaît pas. Alors elle a plus, en plus nous, on avait des chiffres. Oui, en l'occurrence, c'était les bons chiffres. Voilà, mais au bout d'un moment, on peut pas être responsable du fait que elles convertissent pas comme eux l'avaient prédit. Mais je pense que c'est des gens qui essayent le marketing d'influence un petit peu avec plein d'espoir. Et non, on n'est pas des magiciens. Enfin. De toute façon, c'est pas des méchants les marques. C'est pas juste des gens qui sont là en mode on va profiter des créateurs de contenu. C'est pas du tout ça. Généralement, c'est des gens qui sont d'ailleurs très attentifs à ce qui se passe et qui ont envie que ça fonctionne et qui veulent pas du tout. Eux, ils ont pas envie de jeter l'argent par les fenêtres. Non, mais même ils ont envie que ils ont même envie qu'avec le créateur ça se passe bien, que si on peut recommencer ça se passe. Ils sont dans cette démarche là. Quand ils viennent chercher de l'image, ils ont pas envie de repartir avec une image pire. C'est de toute façon, c'est évident. Mais c'est vrai que par contre, ils peuvent avoir tendance, surtout les nouveaux, à voir ça comme un. Parce que je comprends. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de contrôler combien les stats ont fait, tout ça, c'est évidemment que ça donne envie. On est dans un monde où, moi je sais que je suis fan d'Excel, faire des tableaux, faire des courbes, ça me régale. Au bout d'un moment, j'ai envie de savoir quand les gens cliquent, par exemple. Ça m'intéresse, j'aime bien voir le chiffre, c'est important, j'ai investi tant d'argent, waouh, il y a 3000 personnes qui ont cliqué, waouh, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer, j'adore. Putain, il y a 10 personnes qui ont cliqué, je suis vraiment pas content. Bah oui, mais en même temps, ce qu'il faut aussi se rappeler, et qu'il faut rappeler aux marques aussi de notre côté, beaucoup peuvent vous voir comme des commerciaux en fait. À partir du moment où vous vendez, que vous avez une com, en fait c'est typiquement un commercial qui fait ça. Et là ce serait un commercial sans contrat de travail en indépendant qui ne serait payé que sur les commissions. Voilà, c'est ça. Moi, mon père est restaurateur, était restaurateur, il est rendu maintenant, il va très bien. mais voilà, on avait le garçon de Henri Blanc qui venait une fois par semaine pour nous dire combien tu veux de sacs de café, et lui il prenait ses coms sur le nombre de sacs café qu'on achetait et il faisait toute sa tournée dans toute la région. Ouais. Typiquement en fait vous faites presque le même travail si on le demande vraiment comme ça sous commission, c'est tu vas faire une vidéo et maintenant il faut que tu nous rapportes de l'argent. Toutes les marques, c'est pas trop notre vision, effectivement. Toutes les marques ne veulent pas des commissions d'ailleurs. Et non, c'est pour ça que justement il y en a plusieurs qui comprennent aussi que c'est un marché d'acquisition d'images en fait. Ouais, aussi, voilà, parce que on achète, alors ça dépend de l'objectif de la marque. C'est pour ça qu'il faut en parler au début dans les étapes de la négociation. C'est savoir l'objectif. Est-ce que c'est de la conversion? Est-ce que c'est de la notoriété? Là, à partir de là, déjà, nous, quand on va proposer tel ou tel créateur, ça va changer. Parce qu'on va avoir des créateurs qui vont meilleurs pour apporter de la notoriété à la marque, des créateurs qui vont être meilleurs pour apporter vraiment de la conversion. Voilà, moi je suis plus team notoriété. Moi j'ai l'impression que beaucoup de gens se posent la question de la conversion pour YouTube, et alors que j'ai l'impression que sur d'autres plateformes ils pensent notoriété, et quand ils pensent notoriété, c'est des deals qui sont, j'ai l'impression, quand même à plus long terme. C'est des deux côtés honnêtement. Ça dépend, et ça dépend de l'histoire. Pour moi. Ça dépend de l'histoire de la marque. Il y a des marques un peu nouvelles qui vont arriver. Le premier objectif, ça va être la conversion, parce que juste elles ont dépensé beaucoup d'argent voilà. Et à partir du moment où la marque est un peu lancée et qu'elle marche, ils vont se permettre de plus apporter de la notoriété. Ça va changer au fur et à mesure des années, et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des changements. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop recevoir des réflexions sur le fait que vraiment alors ça n'a pas marché, peut-être que
il y a beaucoup de marques qui sont bienveillantes sur le côté. Ça n'a pas marché, mais voilà, vous n'êtes pas des commerciaux, c'est pas le propos. Par contre, peut-être que le discours est pas bon. Et là, dans ces cas-là, on discute avec la marque de savoir exactement quel est le message qu'ils veulent envoyer. Le message qui est le même, par exemple, quand on va atterrir sur leur site internet, il y a beaucoup de choses quand même qu'il faut mettre en synergie entre le créateur et le. Oui, et en même temps, des fois, ils sont un peu tentés de vouloir presque te tenir le stylo pour que tu écrives, alors que si jamais moi je faisais ça sur ma chaîne, en fait, les gens, ils skippent le truc. Enfin, ils ont aucun intérêt. Si c'est pas mon ton, si c'est pas moi, et si c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, ça va pas me rendre service à moi, ça rend pas ma service à la commu, et même eux, ça leur rend pas service parce qu'ils vendent moins à la fin. Je pense que c'est un équipe qui est compliqué à trouver. À partir du moment où il suffit de voir dans notre vie perso, à partir du moment où on lâche de l'argent dans quelque chose, on veut que ce soit vraiment le plus parfait possible. On a envie d'en avoir pour son argent. Voilà, c'est normal. En fait, c'est humain, c'est même en termes de business, c'est normal que les gens aient envie que ça se passe très bien. Maintenant, quand on lâche, parce que les intégrations, ça va vite voilà, sur des plus petites intégrations, on est autour des 2000 €. Ça peut vite monter en flèche, comme ça peut ne pas l'être aussi. Mais par exemple, quand ça monte, on va parler d'une intégration à 5000 €. Moi, une intégration à 5000 €, j'ai quand même envie que ce soit pas juste un gars dans un fond blanc qui est en train de me dire bon, voilà, mon truc est vachement bien en présentation en PowerPoint, parce que ça m'a quand même coûté 5000 balles. Donc je peux comprendre que justement, tu as envie que ça se passe le mieux possible. Mais comme tu disais, Louise, c'est une question de propos. Et nous aussi, en tant qu'intermédiaire, on fait le patch en disant en fait, c'est bien que vous vouliez vraiment dire, faire dire ça. À ce titre-là, prenez une agence de com et dites-leur on veut ça, et faites la présentation avec des acteurs, des machins, et ils le font. Voilà. C'est ce qui se passe à la télé. Typiquement, ils appellent des agences de pub, et leur disent faites-moi une pub, et en fait, c'est l'agence de pub qui va prendre des gens et qui fait le tournage et qui fait tout le machin. En fait, à partir du moment, je pense qu'il faut comprendre aussi, et c'est ce qu'on explique, c'est tout à fait honnêtement, et il y a beaucoup de marques qui l'ont compris, il y en a d'autres qui rentrent dans le marché qui ont besoin, je pense, de le comprendre aussi, c'est que quand on prend un créateur de contenu, une créatrice de contenu pour faire une intégration, il faut penser que c'est le ton de la chaîne, c'est plein de choses. Si les gens suivent cette personne-là, c'est pour une raison particulière en fait. C'est parce que la personnalité. Il y a des deux côtés quand même. Voilà. Il y a le côté créateur où en fait fais-nous confiance parce que voilà, je connais ma communauté, je sais ce qui va marcher. Et on n'a pas envie nous de la trahir non plus. Et il y a aussi le côté de la marque où en fait qui mieux que la marque peut parler de sa marque. Et d'expérience, ils savent quand même ce qui a le mieux marché comme pub ou quoi. Par exemple, tu vas pas vendre des compléments alimentaires pour de la vitamine D par exemple en plein été. Les gens ne l'achètent pas. Sur la chaîne de Linguistica, en plus ça marcherait d'autant moins. Ah bon, tu vends pas de compléments alimentaires. Mais c'est au bout d'un moment, voilà, il y a des créateurs qui, ok, t'es pas commercial, etc. Par contre, voilà, si la marque a envie de pousser tel ou tel message à tel mois et tout, et sait que ça va bien marcher, faut l'écouter aussi. La marque paye aussi pour avoir une pub. L'idée, c'est quand même une pub, c'est un message. Et le message est choisi par l'annonceur. Et en l'occurrence, faut quand même suivre la volonté de la marque. Pourquoi du script en fait. Pourquoi pas les orienter du coup vers des vidéos dédiées dans ces cas-là? Alors c'est plus compliqué parce que ça coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Ouais, c'est plus difficile à vendre du fait de son prix. Et là, pour le coup, c'est vraiment une vidéo atemporelle avec vraiment le sujet que tu as envie de mettre en avant. Ouais, mais est-ce que toi, en tant que créateur, tu as envie de, par exemple, faire une vidéo dédiée entière sur les VPN? Sur les VPN, non, mais parce que je suis pas une chaîne d'informatique, mais je pense que ça pourrait s'entendre pour une chaîne d'info. Par contre, moi, je l'ai fait, des vidéos dédiées je l'ai fait sur le nucléaire, par exemple, quand on a travaillé avec Landra. C'est une vidéo dont je suis super fier. C'est une vidéo dont je parle tout le temps. Et c'est une vidéo dédiée. C'est une de tes meilleures vidéos. Ouais. La vidéo qu'on a faite avec Gallmeister, pour en parler, pour les citer, moi, j'ai été très content de travailler avec Gallmeister. J'aimais beaucoup leurs livres. Je les connaissais déjà avant. J'ai vraiment découvert la collection. Je voulais en parler. J'avais un sujet qui allait super bien en adéquation. La vidéo, elle a, hélas, pas très bien marché. J'en suis un peu triste. J'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir la rebooster d'une manière ou d'une autre parce que vraiment ça me fait chier. J'ai été super content et je suis super fier de cette vidéo. Tu vois, par exemple. Après voilà, c'est comme tu dis, c'est parce que tu avais trouvé. Mais du coup, j'ai envie de la défendre la vidéo. Même si c'est une vidéo dédiée parce que malgré tout, je l'ai écrite. C'est clair. Mais par contre, tu vas pas faire toute ta chaîne sur des vidéos dédiées. Tu vas pas manger. Il y en a qui le font. Oui, mais je pense. Moi, c'est pas ce que je ferais, mais il y en a qui le font. Je pense qu'il faut qu'il y ait un sens pour qu'il y ait une vidéo dédiée en fait. Moi, il y a un propos. Oui, il y a un propos. Voilà, le fait que tu parles de littérature et tout ça, ça rentre aussi dans ce que tu dis, dans le propos de ta chaîne. On l'a fait avec les notaires, on l'a fait, tu vois, les notaires, parce que j'ai trouvé un sujet qui était tout à fait en adéquation. On l'avait fait avec les éditions Saint-Père également. Avec les Saint-Père, sur la Bible, il y avait vraiment à dire. Sur la Bible Guyard des Moulins, moi j'ai adoré travailler là-dessus. Mais il y a certains annonceurs qui
pour lesquels vraiment, par exemple les éditeurs, etc., Ouais. ça marche super bien les vidéos dédiées et ça a vraiment un sens, en tout cas sur ta chaîne. Et Oui. sur d'autres chaînes, ça sera autre chose comme type de marque. Je pense qu'effectivement, quand on est vraiment dans la niche, ça peut hyper bien marcher et ça peut, ou surtout pour des institutions publiques, toutes ces choses-là. Ça Oui, peut... les musées, alors moi je l'ai pas Oui, fait, voilà. mais beaucoup de musées Musées, ont fait ouais. venir beaucoup Ouais. de personnes. Office Ouais. de tourisme, toutes ces Ouais. choses-là, c'est Ça, important. effectivement, ça a du sens. Après, tu vois, est-ce que ça a du sens de faire une vidéo dédiée sur les langues avec un partenariat en vidéo dédiée sur une application pour apprendre les langues? On nous l'a proposé déjà. On nous l'a déjà proposé, ça, pour ta chaîne à toi. Et en fait, on se rend compte vite des limites parce que, ok, c'est cool de faire ça, mais en fait, toi, tu parles. Moi, je sais que je prends cet exemple-là souvent, mais par exemple, pour les trucs de langue, il y a plusieurs façons d'apprendre une langue. Je pense que tu seras le plus c'est clair. amené à en parler. Et moi, Et en en plus, fait- j'ai déjà un message là-dessus. Voilà. J'ai un message, c'est que les Ouais. applications ne suffisent pas. Mais Et tu donc, vois, à part faire la pub au début de vidéo et puis à la fin, merci, il y a quand même des marques où ça s'y prête pas, quoi. Mais à plusieurs reprises, on a essayé de vendre ce concept pour ma chaîne. Donc moi, j'y crois encore. Hein. On n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois un truc qu'on essaie de. Mais ça demande des contrats à long terme. Mais donnez-moi l'occasion de faire un partenariat sur une année où pendant un an, j'essaye d'apprendre une langue Ouais. qu'on décide ensemble. Et je documente cet apprentissage de cette langue au cours de 4 vidéos. Et on vous le vend cette série. On a essayé plusieurs Tu reprises. t'appelles à projet. Et ouais, non mais bien sûr, mais personne n'a jamais accepté, alors que pour le coup, régulièrement et ponctuellement, ils reviennent me voir et ils me recontactent. Donc c'est dommage parce qu'en fait de base, on pourrait monter un projet ensemble Bien sûr. et le faire où c'est de la mi-vidéo dédiée, mi-vidéo pas dédiée, tu vois. Mais Après, je pense qu'il y a une type de frilosité aussi qui s'installe parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement cette course aux chiffres à toujours vouloir faire le truc le mieux possible que si on s'engage sur un contrat d'un an, imaginons que la première vidéo marche bien, la deuxième vidéo marche bien, la troisième vidéo fait plus rien, la quatrième c'est pire. mais c'est sécurisant pour le créateur et pour le coup, nous les contrats de long terme, on en fait. Moi, j'ai cité beaucoup de marques, du coup je peux le citer. NordVPN sur la chaîne, les gens le savent. Hein, de toute Bien façon, NordVPN, ça fait des années qu'on est. Alors je sais pas si ça va continuer sur des contrats à l'année. Du coup, ce qui me permet moi d'anticiper, de me dire telle vidéo là, elle a moins bien marché. Je vais essayer de compenser par une vidéo dont je suis sûr qu'elle marche. Et en fait, ça me permet moi aussi de lisser mes vues ou essayer de faire une moyenne des vues pour qu'ils en aient eux pour leur argent et que pour moi je sois à peu près dans la zone de ce qu'on avait défini, ce qui me permet d'avoir ce truc c'est quand même, moi je trouve là où c'est précarisant en tant que créateur, c'est one shot en permanent, c'est de te dire en fait je n'ai jamais le droit de me louper en termes de vues, alors que des loupés t'en as toujours, il y a tous les créateurs vous le diront, il y a des moments il y a des loupés, voilà, il y a des vidéos tu sais pas pourquoi elles marchent pas, et des fois c'est des trucs qui ont rien à voir avec le sujet, la même vidéo elle sort un mois plus tard, elle fait le double vue. Et là, ça nous est arrivé très récemment sur une vidéo que moi je trouve très bien. Moi aussi. Très honnêtement, j'en suis content de cette vidéo. Eh bien, elle n'a pas du tout marché. Et elle a, à mon avis, pas marché pour des raisons de période, d'algorithme, parce que quand on décortique les chiffres, on se rend compte que la vidéo, elle n'a pas été mise en impression, parce que le taux de non-abonnés, il est très faible, et on sait que souvent, ça veut dire que la vidéo n'a pas été mise en avant, etc. Pour des raisons d'algorithme. Quand tu es dans un contrat à l'année, ça, si ça t'arrive, tu peux compenser qu'une vidéo, tu es sûr qu'elle va marcher, quoi. Et donc, du coup, à la marque, quand tu lui fais tes moyennes des vues sur un an, sur les 4 ou 6 vidéos qu'elles ont été financées, tu arrives à avoir un meilleur résultat à défendre quand même, malgré tout. Plutôt que sa limite pour elle la casse aussi. Et plus que les vues, d'ailleurs, c'est aussi le ROI qu'on regarde. Le ROI qui veut dire Return on Investment, avec un très mauvais accent, mais c'est le retour sur investissement, quoi. En gros, si vous préférez, comment ils calculent ça, c'est que sur 1000 euros, on va dire qu'on a fait une opération à 1000 euros, vous en avez rapporté 1200, vous avez un ROI de 1,2. Ouais. Vous avez rapporté 200 euros de plus, donc c'est très très bien à ce moment-là, parce que ça veut dire que pour eux, c'est un positif, c'est ça rentable. leur a coûté que dalle et c'est rentable. C'est rare, oui. Honnêtement, c'est rare. Hein, parce que la notoriété ne se mesure pas dans le ROI. Exactement. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est qu'il y a une double recherche quand on fait une intégration. Ce qu'on recherche, c'est à la fois cette notoriété, parce que c'est important. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure et c'est ce dont nous, on s'attache énormément parce que, comme une fois de plus, vous n'êtes pas des commerciaux. Mais il y a aussi, pour eux, un côté de vente, parce qu'en fait, ils cherchent à vendre. Ils cherchent à trouver le créateur ou la créatrice qui va leur permettre justement de faire un maximum de ventes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même... si c'est des sociétés, en tout cas, c'est comme ça. Sociétés privées. Sur le long terme, en tout cas. Voilà, tout sur le long terme, certaines vraiment aussi à court terme. Voilà, et même quand on fait des contrats à l'année, ce qui se passe, c'est que bien qu'on regarde les vues, c'est très important les vues, on regarde également le ROI. Oui, je sais que moi, par exemple, à des taux de vue inférieurs que d'autres créateurs, je peux vendre plus.
par exemple. Et du coup, c'est super important de regarder tout ce truc-là parce qu'en fait, on a plusieurs marques qui ont des ROI qui sont des objectifs complètement différents. Je pense même que c'est confidentiel, donc il faut pas forcément dire. Mais par exemple, on peut avoir des marques qui sont à 0,5 et qui sont OK parce qu'ils se disent bon, bah, j'ai fait ma notoriété, ça m'a coûté moitié de la prestation. T'en as d'autres qui sont à 0,7 parce qu'ils ont besoin d'être plus proches du 1. T'en as d'autres, si t'as pas fait 1, ça marche pas. Et t'en as d'autres, par contre, et là, ils sont dans une logique de rentabilité pure. Voilà. Mais après, moi, je comprends. En fait, à la fois, j'ai envie de vous dire, je comprends la logique. Bah, c'est sécurisant pour une marque de se dire si je mets 1 euro, je récupère 1,2 euros. Exactement, comme tu disais. c'est logique. C'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, ça oui. prend en compte qu'on a fait, entre guillemets, enfin pour moi, c'est comme ça aussi que je le vois, c'est ma publicité, elle est devenue gratuite, entre guillemets. Ouais, on a ultra performé pour eux. On a ultra performé, et en fait, ça, c'est pas possible dans un Alors monde... que quand tu fais les budgets, les budgets de la télé, clairement, déjà, les indicateurs sont beaucoup plus opaques. Voilà, ton reach, il est pas du tout calculé de la même manière. Non. Et puis les budgets sont colossaux. C'est impossible que tu aies un retour sur investissement. Mais même pour Twitch, tu vas même sur Internet, pour Twitch, c'est pareil. Voilà, Twitch, la pub, c'est censé être... Ah, mais pas nécessairement. Mais c'est les gens qui cliquent sur Twitch, c'est plutôt les gens qui cliquent qui vont vraiment regarder et tout ça. Là, vraiment, la télé... Mais c'est aussi parce que là, ils sont sur des questions de notoriété sur Twitch. C'est-à-dire, il faut être la personne qui occupe... Enfin, c'est pareil sur la télé. C'est-à-dire que sur tel tranche horaire, si toi, tu n'y vas pas, quelqu'un d'autre, ton concurrent va y aller. Et donc, vaut mieux que tu y ailles à perte, entre guillemets, enfin, pas vraiment à perte, mais il vaut mieux que tu occupes le terrain, même si ça te coûte, plutôt que laisser ce terrain-là à ton concurrent qui, lui, sur le long terme, sera peut-être plus identifiable pour les clients. Mais après, il suffit de voir. Enfin, genre, alors, j'ai pas les chiffres, je me suis jamais occupé. Mais je prends par exemple Squeezie qui fait des millions de vues à chaque fois qu'il fait une vidéo. Quasiment, je pense parler de façon très sûre. Ça coûte moins cher à une marque de aller voir Squeezie et de lui dire écoute, fais-moi une intégration s'il te plaît. On te paye, c'est important. Ça leur coûte moins cher de faire ça que d'avoir un prime time sur un match de foot par exemple. Où il va y avoir des millions de téléspectateurs. C'est parce que c'est pas du tout le même prix. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, même si on pense que c'est beaucoup d'argent qu'il peut y avoir sur une intégration, le travail final est quasiment le même en fait. Parce que là, sachant qu'en plus à la télé, tu dois la payer, tu dois payer ton agence créa. Oui, ton agence créa, ça coûte, tu dois payer ta prod. Enfin voilà, et ça coûte déjà. La pub n'est pas créée. Bien sûr. Ça va te coûter ça. Après, tu dois payer la médiatisation. Enfin voilà, quand t'es une marque, tu n'as pas les accès à TF1 et tu places pas toi-même ta pub. Voilà, il y a des gens qui sont payés pour ça, des agences médias. Et donc à chaque étape, en plus, tu laisses des plumes parce qu'il y a des intermédiaires et voilà. Ouais. Tout comme, par exemple, pour sponsoriser ta pub sur Meta, tu peux le faire toi-même, mais c'est mieux de payer des gens dont c'est le métier. Et c'est vrai que on est beaucoup moins cher sur Internet pour une audience beaucoup plus ciblée avec des indicateurs beaucoup plus directs. Bien sûr. Ouais, et malgré ça, on a quand même du mal à vendre parfois, quoi. Ou alors que ces mêmes marques, les prix sont tirés vers le bas. Alors que parfois, ces mêmes marques, et là, si on pense à la même, vont par contre balancer des caisses de fric pour avoir les spots télé. Ah oui, complètement. Alors que nous, effectivement, comme tu dis, sont extrêmement frileux, tirent les prix vers le bas. Mais ça dépend de la direction aussi. Après, c'est les budgets qu'ils attribuent. Il y a aussi, moi je le vois pour avoir parlé avec des gens qui bossent là-dedans, souvent, alors c'est pas forcément le cas dans toutes les marques, mais moi j'ai déjà parlé avec des commerciaux de marques qui me disent mais en fait c'est moi qui leur ai apporté l'idée à ma direction d'aller sponsoriser sur YouTube et ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, ils n'ont pas l'impression que ça a marché, donc moi je dois justifier auprès de ma direction que c'est rentable pour qu'ils puissent décider de consolider parce que eux ils sont dans une autre logique, ils ne le consomment pas et donc comme ils ne consomment pas de contenu sur YouTube, ils ne se disent pas que c'est une possibilité. Moi par exemple j'ai une anecdote, je vais pas le citer mais je pense qu'il en a déjà parlé mais je vais pas le citer pour le respecter, voilà, on sait jamais, qui a vraiment galéré énormément à faire sponsoriser tout un tas de vidéos. Il avait du mal des fois, voilà, c'est des moments où ça pouvait être un peu compliqué et il est passé à la télé, genre dans une émission un peu random. Ça lui a rapporté franchement peut-être 10 abonnés. C'est une grosse émission. Il est passé dans une grosse émission de télé. Ça lui a rapporté 10 abonnés. Ça lui a rapporté 10 contrats. Parce que tous les décisionnaires des marques qui l'ont contacté sont des gens qui regardent la télé. Le fameux ils l'ont vu à la télé. Et l'effet vu à la télé, on peut se moquer de ça, mais l'effet vu à la télé marche énormément. Ça marche pour moi. Hein. Mais pas trop pour moi. Non, mais de toute façon, il y a un moment où je sais qu'il y a des marques, voilà, elles économisent pas mal pour pouvoir se payer un mois dans l'année de spot publicitaire pour pouvoir après avoir le côté vu à la télé. Oui.
effectivement, moi, à partir du moment, mais c'est parce que je connais les budgets, à partir du moment où je vois que telle marque a pu se payer un spot publicitaire, je me dis, ok, là, elles ont fait la marque a fait du chiffre. Si elle a pu se payer ce spot, c'est qu'elle brasse un peu. Et donc, le fait qu'elle brasse, c'est qu'en tout cas, moi, pour mon métier, ça veut dire qu'elle a quand même une stratégie de communication qui est en place. Ils ont décidé de mettre du budget dans la com. Mais la même marque, après, on va négocier avec eux et ils tirent les budgets vers le bas. Après, c'est un peu rageant. Après, s'il faut encore une fois plus défendre la marque et compagnie. Parce après, encore une fois, le nombre de marques avec qui on bosse et qui balancent du spot à la télé, il n'y en a pas énormément. Non, il n'y en a pas énormément. Mais parce que c'est pas le même public. Après aussi, il faut compter que par exemple, sur un spot pub, c'est sur une seule chaîne. Là, sur des créateurs, nous, on a peut-être le métrique que sur un seul et on se dit, oh putain, ils tirent les prix vers le bas. Mais en fait, il faut aussi penser qu'ils sont peut-être en train de bosser avec 10, 20, 30 créateurs en même temps sur le même mois. Mais c'est ce que nous, on essaie de faire en vendant aussi des créateurs en groupe ou alors des groupes d'intégration. Moi, par exemple, le prix de la minute, enfin, pas le prix de la minute, le prix de la vue, il est plus bas sur un contrat à l'année avec une marque qu'en one shot. Ah oui, c'est aussi ça. Mais c'est aussi ça, pour moi, c'est sécurisant d'avoir un contrat à l'année. Je suis tout à fait prêt à faire un effort et à baisser les prix. Nous, en tant qu'Ilgard, on y gagne parce que du coup, on a plus de visibilité sur notre comptabilité. On peut faire au moins les contrats, on les connaît, machin. Si en plus on arrive à les vendre à plusieurs créateurs, c'est quand même mieux. Du coup, oui, on fait un effort sur le prix. C'est là où moi, j'ai du mal des fois à comprendre, mais je pense que c'est des questions de frilosité, des questions de test. Et pour ce que je disais, c'est aussi des questions des fois de ce que vous disiez vous-même, de salariés qui sont dans ces boîtes comme nous. Enfin, comme nous, moi, je suis pas salarié en l'occurrence, mais quelle classe. Comme on en connaît beaucoup et qui eux-mêmes doivent. Moi, j'ai eu cette discussion beaucoup, qui doivent eux-mêmes convaincre leur direction. Et donc, forcément, jamais tu convaincs ta direction de t'engager sur un an. Tu convaincs ta direction de faire des one-shots. C'est vrai que c'est là où il y a une difficulté. Mais là où moi, un créateur qui marche super bien. Ouais, bien sûr. Mais là, ça demande d'avoir. Mais moi, ce que je dirais aux marques, et ce que j'essaye de dire aux marques, c'est bon, moi, par exemple, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ça fait 6 ans que je sponsorise des vidéos. Ayez la confiance aussi, et en fait, vous paierez moins cher de vous engager sur le plus long terme, ou alors de faire confiance aux agents qui viennent négocier aussi pour les créateurs, parce que maintenant, c'est bon, on commence aussi un peu à avoir de la visibilité et un peu à avoir des retours et du feedback, comme tu disais dans un autre podcast qu'on a enregistré. Mais oui, non, je suis entièrement d'accord sur ce côté-là. Mais enfin, tout ça pour dire que si on était... Enfin, le sujet de base, c'était quand même ce qu'on regarde dans le contrat pour tout négocier et tout ça. Là, déjà, avec tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en ligne de jeu. Louise et moi, quand pour parler du prix juste, c'était la question qui avait été posée. Très difficile. Voilà. Ça dépend, ça dépasse. Alors moi j'ai envie de vous poser une question pour le coup, pour vraiment qu'on reste dans le sujet, pour réembrayer sur ce sujet et finir quand même sur le sujet. C'est quoi le deal dont vous êtes le plus fier chacun? Oh, il y en a tellement, j'ai tellement signé de choses. Je travaille tellement bien. Tu closes des deals toi non, ou pas? En fait ça dépend. Il y en a où j'ai été quand même le plus content pour mon créateur. Il y a des moments où vas-y, prends-nous ça comme exemple. Pas ce mytho, celui que t'as fait il y a 2 ans sur Twitch, c'était quand même une très belle opportunité. Ouais, je vois très bien. Ça pour le coup c'est... Ah mais ça c'était... Ça nous est tombé dessus. Alors ça nous est tombé dessus. Pour la petite histoire, c'était concours de jeux vidéo auquel tu étais... Je pense ne pas être méchant en le disant, mais excessivement nul au jeu. Ah, j'étais pas bon. Et pourtant, je m'étais entraîné. J'avais fait cet effort de m'entraîner. Mais quand j'ai vu le montant, je me suis dit, il faut que je m'entraîne parce que je veux. C'était une sacrée OP, je me rappelle. L'OP, c'était écoute, un concours avec plein de streamers. En fait, c'est que tu perds ou que tu gagnes. Ouais, que tu streames une fois ou que tu streames 4 fois, t'es payé la même chose. Et j'ai perdu. Le pire, c'est que t'as pas perdu pour juste te dire c'est bon, j'en ai vu qu'un. J'ai perdu parce que j'ai mal compris les règles. Ouais. Et au départ, j'étais convaincu de gagner. Je me souviens, t'as tout donné pour gagner. J'étais convaincu, j'étais avec Mister MV d'ailleurs en binôme, et j'étais convaincu de gagner. On était convaincus de gagner, et c'est les gars, ils nous disent non, mais vous avez pas compris, c'est parce qu'en fait, il faut faire ça. Merde. Et du coup, on a perdu beaucoup de temps parce que c'était un jeu contre le temps. On se battait contre le temps. Et ça, c'était une sorte de tower défense bizarre. Ouais, exactement. Et je me souviens parce que vraiment, tu t'étais donné. On était en stream ensemble, tu t'entraînais, tu regardais les trucs. Je les regardais avec toi, je me souviens parce que ça me plaît, moi, le jeu vidéo. Ah ouais. J'ai été sérieux, j'ai fait ça bien. Et t'avais fait ça vraiment bien. Et en même temps, j'en suis fier parce que, en vrai, j'en suis fier, j'ai vraiment, honnêtement, pas fait grand chose. Mais après, si je peux me permettre. J'ai fait attention à ça, quoi. Mais pour me défendre, on se battait contre Little Big Whale et Show H1, qui sont 2 personnes spécialisées dans le FPS, et le jeu avait une grosse composante FPS. Alors que toi, tu joues à
Moi, Crazy je joue, Things, moi, je joue à beaucoup de jeux de stratégie. où t'as du temps. Mais bref, donc du coup, ouais, je pense que cette OP-là, c'était vraiment... c'est un peu celle que je raconte à chaque fois parce que c'est un peu drôle et en même temps, c'est bien. Toi, t'étais très content. Après, honnêtement, moi, les OP où je suis content, c'est les OP où, en fait, la marque vient me dire, c'était génial, ça s'est super bien passé. De l'autre côté, le créateur, moi, je suis trop content. C'était vraiment trop cool de faire cette OP-là parce que ça m'a plu. Créativement, il s'est passé des choses et en même temps, ça recommence. Et après, on arrive à travailler sur des contrats à l'année. Ouais. Et en fait, c'est les moments les plus cool, en fait, quand c'est facile. Quand C'est fluide. Finalement, il n'y a pas un contrat sur lequel je suis on n'a vraiment pas fier. l'impression de se battre avec des gens qui sont dans la même catégorie. Pas la même catégorie, mais on joue au même jeu et on est dans la même équipe, même avec les créateurs et les marques. Ouais, Et de sentir des fois une animosité d'une partie ou de l'autre, ça rend le truc désagréable en fait. Ouais, C'est le jeu, mais c'est désagréable de devoir expliquer d'une manière un peu condescendante, de se prendre des mails un peu condescendants parfois d'un côté ou de l'autre, ça rend le truc un peu désagréable. En anglais, c'est pire. En anglais, c'est... En anglais, c'est pire. Et du coup, toi, Louis, tu dirais que c'est quoi le moment où t'étais quand même la plus fière d'une négociation, que ce soit... Moi, je pense que c'était au tout début parce que au début, on se rôde un peu. Ouais. Et je pense que c'était au tout, un des premiers contrats que j'ai fait sur Insta, un contrat à l'année que le créateur avait déjà. Mais pour le coup, c'est toi qui l'as renégocié. En gros, vraiment, j'ai repris le truc en cours. Le prix initial était, mais je sais plus. On a plus que doublé le prix de la collab. Enfin, vraiment, c'était devenu vraiment un prix Juste. super, juste. Mais pour le créateur, forcément, du coup, c'était en fait, t'as ton SMIC qui est assuré tous les jours, tous les mois. Un SMIC tous les jours. Ah oui, t'as bien bossé. Hein. Tous les jours, j'adore. Non, en fait, tu passes d'un truc où genre c'est un pourboire à en fait, ça t'assure un revenu avec lequel tu peux payer ton loyer. Ouais. Pour la vie du créateur, en fait, c'est pas la même chose. Et pour le coup, c'était un de mes premiers trucs et je me suis dit, T'es un crack, lui. Et je me suis dit, ok, super, il est top mon métier. Et surtout, l'impression vraiment de la notion d'utilité, quoi. Moi, En fait, là c'était un de mes premiers trucs et je me suis dit, en fait, en agence, ça sert quand même à ça, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, genre le fait que tu fais pas vivre le créateur parce que le créateur vit de ses créations, mais tu l'aides en fait dans sa vie. Ouais, je lui facilite sa vie sur le point financier. Et après, sur toute la partie administrative qu'on fait chez Hilgard, on leur dégage beaucoup de temps, du temps de négociation, du temps d'échange de mails en anglais un peu désagréable, et du temps d'administratif pour ceux qui ont choisi qu'on s'occupe de la gestion. Et en ça, moi, je trouve que mon métier est utile. Bon, alors, je sauve pas des vies. Ouais, c'est vrai. Bientôt. Bientôt, on est plus chez Hilgard. Mais voilà. C'est un contrat qui est encore court aujourd'hui. Ah, donc la marque finalement est contente. Ouais. Donc, là, on va peut-être renégocier un petit peu aussi. Mais typiquement, c'est fluide. C'est fluide. Et après, on verra. Hein, mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'était vraiment... Parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas forcément parlé, mais tu fais bien de le dire. Certains créateurs, des créateurs plus modestes en tout cas, qui se lancent, qui commencent à en vivre et tout ça, qui sont peut-être passés par des agences, comme j'ai dit, il y en a plein qui sont très très bien. Il y en a aussi malheureusement qui font pas le travail comme justement d'aide, et sont plus là pour s'en mettre plein les poches. Et en fait, on se rend compte souvent quand on travaille avec les mêmes marques, quelqu'un avec qui on aura travaillé, on aurait dit que le prix c'était 2000 balles. À ce moment-là, c'était 2000 euros. Toujours, ça a été 2000 euros. Et en fait, quand je vais contacter la marque pour lui dire, écoute, maintenant il travaille avec nous, ce gars-là, est-ce que ça te dit, ça coûte 2000 euros pour une prestation comme ça? Et ils nous disent, je comprends pas, la dernière fois je l'ai fait pour 500 euros. Et t'es en mode, putain, merde, mais comment ça, le mec arrive pas à se vendre? Et il y en a même d'autres où on va voir le créateur, on dit, bon, écoute, il faut que tu nous dises combien t'as vendu avant, et nous, on va essayer de renégocier à la hausse, mais en fait, je peux pas faire un grand écart non plus. Bien sûr. Si t'as été vendu 2000, je peux pas proposer 10 000 d'un coup. C'est pas possible. Non. Et en fait, le créateur nous avait dit, donc il venait de commencer, et il nous avait dit, j'avais fait une OP pour 900 euros, je crois. Plutôt pas mal. Voilà, ça dépend de la taille de. Oui, c'était un petit créateur qui se lançait. Il était en études en parallèle et tout ça, donc c'était super cool. Donc ça pour lui, c'était un peu sa première OP, il était content. Ouais. Donc nous, on dit, ok, 900 balles et tout, c'est bien. Je contacte la marque pour leur dire, écoute, à l'époque, 900 balles, il a touché tant, c'est ok. Maintenant, aujourd'hui, il s'est passé ça fait plus d'un an. La chaîne a vraiment grossi.
aujourd'hui, ça en coûte, je crois que j'avais dit 2000 ou 2500. Exactement, c'était 2500. Et le mec me dit, bah non, c'est pas possible, parce que la dernière fois qu'on a bossé ensemble, c'était 1600 €. Et du coup, je me dis, 1600 €, c'est pas possible. Le gars vient de me dire qu'il a touché 900 €. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, au lieu de prendre un pourcentage qui est plus ou moins honnête, lui a dû lui dire. Il a quasiment pris la moitié. Il a carrément pris la moitié, quasiment. C'est quand même énorme. Ça, pour le coup, c'est pas anecdotique. Non, enfin, et ça, c'est. Non, ça arrivé à plein de créateurs que je connais. Et en fait, pas forcément des créateurs avec qui on bosse, mais juste des copains, quoi. Enfin, quand ils sont vraiment pas mal à avoir ce cas de figure. Et quand ça arrive et qu'on s'en rend compte et qu'on arrive à leur négocier un truc qui en fait où c'est au juste prix et qu'on a le créateur derrière qui nous dit bah en vrai putain merci, juste merci, c'est cool, vous avez fait le truc bien, bah en vrai ça je sais que c'est un des moments où je suis plutôt fier de moi, genre je suis content de leur dire bon bah voilà en fait il y a des gens qui vous niquent pas les gars, vous pouvez faire des vrais trucs. Mais des fois on a je vais pas dire qu'on récolte des lauriers, mais des fois il y a des merci qui sont trop entre guillemets, juste en fait j'ai juste l'impression de faire quelque chose de juste, et en fait bah comme il y a eu effectivement l'antécédent, je récolte trop de fleurs par rapport au seul truc que j'ai fait. Dis, moi j'ai fait mon travail, j'ai juste fait mon travail, mais je suis content de l'avoir bien fait, je suis pas responsable des abus qu'il y a eu avant, bon bah ça veut pas dire que je dois récolter autant de lauriers. Moi je me suis jamais encore mis à genoux devant mon boulanger quand il m'a filé la baguette quoi. C'est la dernière de la ville, merci. C'est vraiment le sang, non jamais la boulangerie au milieu de la rue est fermée, merci à vous. Alors que là ça nous arrive quoi. C'est parce que ta mère t'a jamais obligé vraiment à ramener la baguette. C'est vrai. Non, jamais. Elle a jamais fait. Puisqu'on parle de transparence et qu'on parle d'honnêteté, est-ce que ça vous est arrivé de foirer un deal ? Oui. Et ça vous hante encore ? Oh oui. Bah oui. Au début. Bah, en fait, justement, comme les prix sont opaques, bah en fait, des fois, on va fixer un prix et en fait, la marque va vraiment pas nous suivre. Et là, du coup, bah, on est obligé de dire non parce que juste, on va pas baisser de 60% le prix qu'on avait mis à la base. Sauf qu'en fait, le créateur, bah, parfois, aurait bien quand même pris ce prix-là parce que, bah, voilà, surtout pour les petits créateurs. Nous, si par exemple, bah, tu prends 2500, on va demander 2500, la marque va nous dire ah bah non, nous, c'est vraiment trop cher, on passera pas par vous. Le créateur, si on lui dit, il va peut-être nous dire ah ouais, mais si t'avais demandé 900, je l'aurais dit oui. Et du coup, ça foire le deal, tu vois, au final. Et bah, tu te sens un peu merdeux quand même, tu vois. Genre, tu te dis, bah ouais, le créateur, il l'aurait pris. Et est-ce que moi, j'ai voulu être trop optimiste en mettant un prix plus élevé, mais en même temps, le même prix pour d'autres marques. Donc, je vois pas pourquoi. Et en fait, il y a cet ajustement, des fois. J'ai eu cette discussion avec un créateur il y a pas longtemps, du fait qu'il était extrêmement frustré du fait qu'il n'avait pas beaucoup fait d'OP cette année, parce qu'il s'est rendu compte que son agent, pour le coup, le vendait toujours trop cher et qu'il ne voulait jamais négocier le prix. Alors que lui aurait fait certaines de ses OP, ne serait-ce que parce que il était vendu trop cher de tout. Et en fait, je me souviens que c'est des réflexions qu'on a déjà eues. Nous, ça nous arrive de faire des OP en deçà du prix, même des fois bien en deçà du prix pour des vidéos dédiées, mais parce qu'on sait que l'acteur en question, il a pas de thunes, qu'il est nouveau, qu'on a envie de le sécuriser. Alors par contre, souvent, ce qu'on dit quand même, c'est que c'est plutôt exceptionnel et on essaie de bien leur faire comprendre que c'est exceptionnel et que si jamais on re-signe pour autre chose... Tu parles comme un vrai agent. Non, on demandera plus. Vrai. Non mais c'est vrai, parce que moi j'ai ça... créateur de contenu. Parce que j'ai très précisément en tête, mais parce que moi je suis très intéressé par ce qui se passe et donc du coup aussi on a ces discussions de manière très franche et quotidienne. Mais souvent, par exemple, c'est une association, ça m'est arrivé pour des associations, l'association elle a pas de thunes, elle se plie en quatre, elle se saigne pour te faire une vidéo. Moi, je me sens mal si je saigne l'association jusqu'au dernier euro, tu vois, sachant que c'est des gens qui mettent de leur poche et c'est des gens parce qu'ils croient dans une cause ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, évidemment, je fais un effort. Là où moi, l'une des premières vidéos dédiées où j'ai eu ce cas de figure, c'était pour les espérantistes. Ça remonte maintenant, ça fait bien 5 ou 6 ans. Mais les espérantistes, ils m'ont payé le billet, ils m'ont payé le gîte, ils m'ont payé à bouffer, ils m'ont filé un petit billet. Je leur ai franchement pas demandé grand-chose, mais parce que c'était une association de particuliers qui n'avaient pas de thunes, mais qui avaient envie de parler de leur truc. Et puis moi, j'avais envie d'en parler. Il y a du cas par cas à faire, effectivement. Ah oui. Et là, on parle d'un truc, c'est une association, c'est pas une société commerciale. C'est une association à but non lucratif. De toute façon. Donc là, t'es dans un autre cas de figure. Bon, moi, je sais que je fonctionne comme ça en général. À partir du moment où je travaille avec tous les créateurs créatrices, je leur dis toujours, parce que nous, on n'a pas d'exclusivité. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on le dit pas depuis le début, mais on le dit pas, mais on n'a pas d'exclusivité, donc ça veut dire qu'en fait, nous, on va essayer de vous trouver des choses. Si vous en trouvez pas et que vous arrivez à trouver des choses par vos moyens, en fait, tant mieux. On est content tant pour mieux. vous.
Par contre, ce qu'on explique un peu, parce que c'est quand même une question de confiance, parce que en fait, on est conscient de nos limites. Je pense que c'est aussi ça, on est conscient de nos limites, c'est aussi pour ça qu'on fait pas d'exclusivité. C'est qu'on n'est peut-être pas... on n'arrive pas à remplir tous les créneaux de tout le monde. Et parfois, ça peut être frustrant. En fait, nous, Pour le moment. Oui, pour le moment. Mais ça peut être frustrant. Pourquoi ? Parce que vous réfléchissez de votre côté pour chacune de vos chaînes, page Instagram ou quoi que ce soit, ce qui est normal. Toi, typiquement, tu sors 2 vidéos par mois. Si demain, tu as 2 sponsors par mois, c'est que tout va très bien. Il faut, dans l'idéal, c'est ce qu'il me faut. Ouais. Voilà, dans l'idéal, c'est ce qu'il faut. Maintenant, quand t'en as qu'une seule, tu te dis OK. Quand t'en as pas du tout, ça devient compliqué. Et en fait, il faut penser que nous, on n'a pas juste une personne, on en a plus. Enfin, on en a plusieurs. Là, je crois qu'on s'occupe de plus on a 13, 14, entre 10 et 20. Et il faut remplir tous ces espaces-là. Il faut les remplir. Et en fait, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours. Il y a plein de choses qui font que. Surtout qu'en plus de ça, on en a toujours pas parlé, mais c'est un sujet très important. Mais pour la plupart des créateurs qui font entre 80 et 200 000 vues, la concurrence est rude. Ouais. Il y a beaucoup de créateurs. Ce qu'on va appeler les chaînes de taille moyenne. Ouais. Pour moi, je définis en termes d'abonnés sur YouTube, une chaîne de taille moyenne, c'est entre 100 000 et 500 000 abonnés. Ouais, du coup. Quand tu passes ce cap des 500 000, j'ai l'impression que tu t'envoles vers d'autres types de marques et d'autres types de tarifs. Complètement. Ouais. Quand tu es en deçà, c'est très compliqué de rentrer sur le marché. Ouais. Mais quand tu es au milieu, c'est une concurrence qui est super. Toute la vulga se situe dans ce milieu, par exemple. C'est ça. À part 3 chaînes au-dessus et plein de chaînes en dessous qui essayent de monter. C'est pour ça que c'est difficile pour nous parfois quand on discute avec un créateur moyen, de toute façon on n'a pas envie de lui promettre quoi que ce soit, ça c'est, vous l'aurez compris, de devoir lui dire que voilà, c'est pas à partir du moment où tu signes dans une agence que tu vas tu vas t'en mettre plein les fouilles quoi. On aime. Si les créateurs s'en mettent plein les fouilles, nous aussi, donc on est très contents. Bien sûr, mais sauf que voilà, et des fois il faut aussi dire non. Et ça c'est un peu difficile. Et c'est de là qu'est né le fait qu'on fait pas d'exclusivité, parce que on comprend que ça peut être compliqué. On comprend aussi que des fois ça enferme des créateurs. Je vais quand même donner l'autre penchant, parce que je trouve pas que l'exclusivité soit non plus une aberration. Mais c'est difficile. Voilà, en fait, le comment du pourquoi, en tant qu'agence, il y a une exclusivité, c'est qu'elle s'explique. Mis à part que on grandit le catalogue de créateurs, il se passe plein de choses, ça c'est très bien, ok. Qu'est-ce qui est le plus important en fait, c'est que on crée de la rareté en faisant de l'exclusivité. Moi, si demain mon thé est exclusif avec moi, ce qui se passe un petit peu parce que forcément, dans les faits, c'est le cas. Voilà, dans les faits, c'est le cas parce que même s'il n'a pas signé de contrat d'exclusivité, il passe tout le temps par mois, je pense. On pourrait le dire, de fait, je suis exclusif et qu'il garde. Voilà. C'est pas contractualisé, mais dans les faits, et pour beaucoup de créateurs avec lesquels on bosse, c'est le cas. C'est de fait le cas, parce que de toute façon, c'est eux vers nous qui sont. Parfois, on va même bosser avec des agences. Donc, ce qui se passe surtout, en fait, c'est que cette exclusivité, pourquoi elle existe ? Elle existe parce que la rareté se fait, et en fait, elle permet aussi pas de tirer les prix vers le bas. C'est simple, si aujourd'hui, tous les trois, on est trois agences différents, et qu'on vend tous les trois la chaîne Linguisticae, moi, je vais aller la vendre 3 000 €, toi, tu vas aller la vendre 2 000 € et lui 1 500 €. La marque, c'est juste quelqu'un qui va réfléchir. Elle a le même vidéaste. Elle a le même vidéaste pour 1 500 € les 3 000 €. Et en fait, au final, oui, il va avoir une OP, mais il va avoir une OP qu'il aurait pu avoir à 3 000 ou 1 500. Et en fait, on se tire la bourre un petit peu tous les trois. Inverse. Il aurait une OP à 1 500 au lieu de l'avoir à 3 000. Oui, t'as bien raison, ouais. Mais... moi, j'y pense, moi. Je viens de perdre 1 500. Donc, attends. Mais ouais, donc du coup, c'est quand même problématique. Donc du coup, on fait de la pédagogie une fois de plus en disant aux créateurs, bon, quand même, ne le faites pas trop, n'allez pas avoir trop de monde. En fait, si vous le faites, vous avez le droit, il y a personne qui va rien vous dire, sauf que si vous le faites, ça va vous pénaliser vous directement. Et c'est vrai que nous, ça nous pénalise de le faire. C'est très... Moi, je sais, je plaide coupable, c'est moi aussi en tant que créateur qui est venu avec cette idée de il faut éviter l'exclusivité, parce que j'ai connu beaucoup trop de créateurs en exclusivité dans des agences qui ne remplissaient pas les espaces publicitaires. Donc eux, ils se retrouvent bloqués sans pouvoir mettre de sponsor. Ça, c'est terrible. Oubliés par leurs agents ou par leurs agences. Et du coup, et eux, ils s'en foutent. Enfin, l'agence, pas qu'elle s'en fout, l'agence, mais l'agence, elle va aussi viser sur les créateurs les plus rentables. Et quand t'es un créateur moins bien situé, tu te retrouves un peu bloqué. Alors, bon, souvent, ils le faisaient quand même, ou il y avait d'autres manières. Et en fait, ça provoque du mécontentement vis-à-vis de ton agence. Et moi, je me disais, on n'a pas intérêt, nous, en tant qu'agence, de susciter le mécontentement de nos créateurs. Donc, nos créateurs, demain, si jamais ils trouvent eux-mêmes de quoi remplir les espaces publicitaires là où on n'y arrive pas, il faut qu'ils puissent le faire. C'est pour ça que nous, on est très contents si y arrivent. Mais c'est vrai par contre, que ça demande nous, une organisation. Puis ça nous coûte plus cher. Ça
Bah c'est plus compliqué. En fait, c'est moins, c'est- sécurisant. C'est moins sécurisant parce que honnêtement, enfin comme tu disais, plus rentable. Pour reprendre l'exemple, on va prendre l'exemple de Michou maintenant cette fois-ci, pourquoi pas. Allez. Michou fait beaucoup de vues. Le travail d'agent pour Michou ou pour toi, c'est le même. Ça va être négocier un contrat, ça va être faire le script, faire l'intégration, la mettre, sortir la vidéo. Parce qu'il faut réfléchir aussi comme si c'était. Enfin, nous, c'est un business qu'on a aussi, une agence, c'est un business. On réfléchit en termes de temps. Bon, bah, ok, j'ai plus intérêt à faire ça avec Michou. Oui. Maintenant, est-ce que c'est l'ADN qu'on veut prôner ? Je pense pas. Nous, on n'essaie pas de travailler avec non plus 200 000 créateurs. C'est pour ça qu'on fait attention un peu de dire oui, pas non. Enfin voilà. En externe, quand c'est des one-shots, c'est plus simple. Quand c'est des gens qui viennent souvent avec nous et tout ça, et qui veulent vraiment qu'on travaille avec eux au quotidien, bah à ce moment-là, nous, on fait une sorte de, j'ai pas envie de dire sélection, parce qu'on n'est pas des fines bouches non plus, dire ouh là là, vous pouvez pas rentrer, vous oui, c'est pas le cas. Mais on fait quand même attention parce que on sait que ces intégrations-là, ça vous fait manger en fait, ça fait manger les créateurs, c'est ce qui vous permet de vivre aussi d'une façon ou d'une autre, plus que la monétisation sur YouTube. Et en fait, nous, de nous engager sur quelque chose qu'on n'est pas capable de remplir, parce que ça peut être le cas parfois, hein, c'est juste que c'est pas qu'on veut pas, c'est des fois qu'on peut pas. Ouais. C'est très rare qu'on ne veuille pas, hein, parce que c'est simple, à partir du moment, enfin le calcul est assez simple. Je gère les comptes chez Ilgard, donc je vous le dis très sincèrement, vous faites une OP, on gagne de l'argent, on est tous très contents. Ça va pas plus loin, et donc du coup, moi, à partir du moment où vous gagnez de l'argent, je gagne de l'argent, tout le monde est content, tout va bien. Donc c'est pas que je ne veux pas, c'est que parfois je ne peux pas, je ne trouve pas, des fois c'est au dernier moment, des fois c'est des choses. Il y a aussi ce truc de. Alors, ça, c'est un truc qui est chiant. C'est surtout quand on fait des vidéos dédiées ou quand on fait des vidéos de long cours, comme moi, qu'on a le planning un peu à l'avance. Beaucoup d'EP se décident aussi dans les 2 dernières semaines. Ah, mais parce qu'en fait, même les. Alors, il y a des marques qui nous disent au dernier moment, bon, bah là, on est chaud. Il y a des marques qui nous disent, bon, bah là, on était chaud il y a 3 mois, mais finalement, on est chaud dans 2 mois de plus. Donc là, ça nous est arrivé il y a pas longtemps. On en avait une pour mars et ça passe en mai. Ben, genre, nous, on prévoit les choses à l'avance. Surtout qu'on essaie de créer un planning qui soit un peu en avance. Alors, 1 an à l'avance, c'est impossible. S'il y en a qui arrivent à le faire. 1 an à l'avance, c'est impossible, mais malgré tout, très tôt, des marques se positionnent, encore une fois, pour novembre ou décembre. Je vais citer le plus grand artiste de tous les temps, Justin Bieber, en disant Never Say Never, mais ça doit exister quelque part. Des gens qui arrivent à le faire en 1 an, s'ils le savent, faites une masterclass, on paiera, on viendra vous voir, il n'y a pas de problème. Je pense que sur des créateurs, sur des créateurs sur lesquels il y a beaucoup de demandes, forcément, les marques arrivent et tu leur dis, bah en fait j'ai un créneau sur tel mois. Mais de toute je façon, pense que c'est facile. Après, sur des plus petits créateurs, c'est pas nécessaire. Même le créateur ne connaît pas forcément le sujet de sa vidéo. Ne va pas savoir qui va la sortir. De toute façon, nous on le voit, on a des créateurs qui font des demi-millions, qui tapent des fois des millions. On a des créateurs qui font des 100 000 vues. Honnêtement, ceux qui font les 500 000 à 1 million de vues, le travail pour trouver des OP beaucoup plus simple. Bah, tu m'étonnes. Tellement plus simple. Tout le monde a envie d'avoir des gens qui marchent. Évidemment. Mais évidemment. Et pourtant, même si les budgets sont plus hauts et tout ça, hein, c'est pas du tout un frein. Hein. C'est pas ça le problème. Moi, je pense. Enfin, il n'y a pas de problème en fait. C'est juste qu'il faut se rendre compte parfois que les moyens créateurs, comme tu disais, sont dans une concurrence qui est ultra rude. Il faut quand même savoir combien on coûte. Ça, c'est important. Il faut savoir aussi que un agent, ça a un coût. En fait, c'est par exemple, vous vendez 2 000 € en étant tout seul. Il faut peut-être pas espérer toucher 2 000 € dans une petite OP ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, parce qu'en fait, parfois, vous valez vraiment 2 000 €. Et donc, du coup, nous, quand on va venir et qu'on va dire, bon, bah, ok, on va calculer avec nos pourcentages, blablabla, on va vous vendre 3 000 € pour que vous touchiez plus que les 2 000 € que vous auriez dû toucher, pour qu'il y ait quand même une augmentation significative. Vous allez vous dire, ah putain, trop bien et tout ça. Mais nous, la marque, quand on va aller voir en disant, mais non, 3 000 € non. Et en fait, nous, on a un coût. Et en fait, si on négocie à 2 000, comme on disait, on fonctionne au pourcentage. Donc forcément, vous allez toucher moins. Par contre, la réflexion qu'il faut avoir, c'est ok, j'ai touché moins, mais j'ai rien géré. J'ai rien géré. Je suis protégé. Je suis protégé, j'ai un contrat. J'ai du SAV s'il faut. Voilà, en fait, c'est qu'il y a toute une comptabilité. De la facturation aussi, parce que pour les auto-entrepreneurs. Voilà, donc Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, complètement, bien sûr. C'est tout à fait différent, c'est un coût. Donc je comprends, en fait. Au début, j'avais pas forcément cette réponse, j'avais pas forcément la maturité pour pouvoir répondre ça, parce que Ilgard, c'était nouveau, on savait pas très bien où on allait. Il y a des trucs qu'on apprend, on a appris sur le tas, Louise et moi, des choses folles, qui font peut-être l'objet d'un prochain épisode, on sait pas, mais beaucoup appris sur le tas. Ouais, voilà. Et en fait, et d'ailleurs, on a été très clair avec les tout premiers créateurs qui nous ont rejoints. Ouais. On va apprendre en même temps que vous, quoi. C'est ça. Et on a mis bien 1 an avant d'ouvrir les vannes pour des gens et tout ça, parce qu'on était vraiment en mode, on veut apprendre. Mais on aurait pu, enfin, qu'on se le dise, on aurait pu aspirer beaucoup de créateurs à une période où il y a eu, concernant quelques agences,
une période de crise. Oui. Moi, je connaissais ces créateurs. Je leur dis, moi, j'ouvre une boîte. Moi, il y avait de la demande de ouf. Il y a des gens qu'on a refusé. Ouais, moi, je trouve que, je suis très fière qu'avec Alexandre, on ait eu la maturité. J'ai pas honte de le dire, de connaître nos limites et de se dire non, mais là, en fait, on vient de se roder. Il y en a plein de choses à apprendre, notamment sur le fait qu'on a vraiment 2 casquettes qui sont l'agence et la gestion. Ça fait beaucoup d'un coup. Ok, on est 2, mais en fait, je préfère que ça prenne plus de temps plutôt que. Et ça, on était raccord dès le départ. Oui. Et Mais parce que non, il suffisait pas de mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Ouais. Enfin, si ces créateurs, voilà, on les a pas aspirés à ce moment-là, ça viendra plus tard. Mais et parce c'est qu'en pas fait, grave. si jamais on avait eu 15 créateurs pour commencer direct et qu'on n'avait pas l'expérience de On aurait savoir pété comment un les câble. gérer, Mais voilà, ça Ah oui. aurait foiré. Pété en Et ça, symbole. c'est- Ou ça, alors, ça aurait c'est- super bien marché et ça aurait été exponentiel. Mais Ouais, j'avais pas c'est du l'une tout des envie de erreurs que prendre le beaucoup de risque. gens ont fait. Hein, Vraiment. Honnêtement, enfin moi je le vois comme ça en tout cas, c'est ma vision du machin, mais moi j'ai l'impression un peu, enfin je me vois un peu comme un papa poule là-dedans, dans le sens où je gère un peu vos carrières, je gère un peu vos trucs, même si dans le sens éditorial je suis pas du tout là-dedans, c'est vos créations, c'est vous qui avez réussi à tout faire et à arriver où vous en êtes, et c'est grâce à vous, ça c'est seulement grâce à vous. Cependant moi j'arrive à côté un peu pour vous aider, trouver justement professionnaliser d'autant plus tout ce qui va se passer et tout ça. Et en fait, je pense pas que je me vois pas comme un pivot central de votre activité parce que c'est vous le pivot central, mais je dis moi, mais il garde en général ce que je veux dire, c'est comme ça que je le ressens. On est quand même quelqu'un d'important dans le sens où si nous ça fonctionne bien, vous avez beaucoup plus de projets, vous avez beaucoup plus de choses à faire, et en fait vous êtes aussi beaucoup moins stressé parce que si vous gagnez votre vie, ça se passe. Moi, c'était une question de gestion de temps. Au bout d'un moment, vous prenez, il garde, comme n'importe quelle agence prend son pourcentage, mais si moi, pour 300 balles de plus, ça me prend une demi-journée dans ma semaine de tout gérer, et encore une demi-journée, je suis gentil. Non, ça te prend plus. Et moi, au bout d'un moment, c'est ça me bouffait mon temps, de faire tous les papiers. Et puis quand tu sais pas le faire forcément, il faut un moment où aussi tu te formes. Et du coup, nous, forcément, on fait des économies d'échelle en se formant une fois pour tous les créateurs. C'est là où on a une valeur ajoutée de toute façon. La vague IRSEC. la grande vague IRSEC. Mais j'y suis encore un peu dedans, je suis sur la fin de la vague. Mais quand on l'a eu, en fait, on avait 15 créateurs qui nous demandaient en même temps, mais putain, vous savez ce que c'est l'IRSEC? Et en fait, quand le premier nous a demandé, on était un peu en mode non, parce que c'est pas. Tu sais que je me suis retrouvé à faire du conseil gratuit pour d'autres créateurs qui sont en dehors de tout système d'agence, qui ont arrêté même parfois les vidéos. Ouais, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont arrêté les vidéos. Tu as fait ça gratuitement? Ah bah écoute. Et ils me disent, j'ai les huissiers qui m'appellent. Rebonjour. Tiens, bonjour, moi aussi je les ai eus. C'était une sacrée crise à ce moment-là, parce que ils sont pas méchants ces gens-là, hein, en vrai. Hein, c'est juste que du jour au lendemain ils se sont réveillés, ils ont dit hop, tout le monde nous doit de l'argent. Si je peux me permettre, pas méchant, peut-être pas, mais si je peux me permettre, dans notre cas, on s'était quand même assuré qu'on ne leur devait plus rien. Oui. Et j'ai eu les huissiers qui sont venus à la maison me réclamer de l'argent parce que en fait, ils s'étaient trompés. Et je les appelais très souvent en plus. On a passé beaucoup de temps au téléphone. Et c'est un monsieur qui me répond à chaque fois et qui est très gentil. En vrai, il est très gentil ce monsieur-là, mais quand ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés et que les huissiers sont venus chez toi, c'est vrai que ça m'avait mis un peu hors de moi. Et puis pour le coup, on passe vraiment. Auprès du créateur, moi ça va que je comprends la situation. Mais nous on passe pour des parce qu'on a l'impression qu'il garde n'a pas fait son travail. Vous n'avez pas fait votre travail. On est là pour tanker ce genre de choses, mais c'est désagréable. Les moments de non-fierté. C'était pas la faute d'Ilgard. Alors là, voilà, ça c'est un moment de non-fierté du coup. C'est vrai. Voilà, même si c'était pas de notre faute, mais l'administration française se trompe très régulièrement. Ça, je l'ai vraiment appris en 2 ans là. Je l'ai vraiment beaucoup appris. Aujourd'hui encore, on apprend encore plein de choses, honnêtement. Mais ce qui est bien, je pense, avec Ilgard, et c'était aussi l'idée, c'était de mutualiser un peu tous les problèmes que les créateurs peuvent avoir pour se dire, bon, ok. On arrive avec plein de problèmes, plein de questions. Et d'avoir un peu un conseiller unique aussi, parce que nous, on voit le nombre d'interlocuteurs avec qui on parle, donc la l'IRSEC, l'URSSAF, le comptable de la TVA. Qui n'est pas le même URSSAF. Il y a 2 URSSAF différents, c'est vrai. Voilà. Déjà, ça, faut le savoir. Ouais, il faut le savoir. Et avec tous les. Nous, on mutualise les trucs, on a tous les numéros, voilà. Et toi, t'as un peu un point de contact unique. Et en plus, on a un lien un peu fort parce que tu nous fais confiance et on déconne ensemble aussi. Et toi, tu as au moins une personne humaine avec qui c'est comme si tu vas chez le psy, quoi, mais c'est avec tes problèmes administratifs. Elle a un tableau en plus un peu de tout ce qui concerne ta société. Voilà, elle voit à peu près les problèmes et ça, là où un comptable n'aurait pas forcément le temps d'avoir autant de choses à gérer pour toi ou d'informations sur. Nous, notre expert comptable est très bien, mais par contre,
faut prendre rendez-vous bien à l'avance. Alors Ouais. que nous, c'est un message. Après, des fois, on répond quand on répond. Hein. Généralement, ça dure pas plus de 24 heures. Notre cher Premier ministre qui a dit on va baisser. Allez, l'entrepreneur. On va baisser les auto-entrepreneurs, on va les mettre à 25. On a reçu 4 messages. On en a reçu des messages d'un coup en disant bon, alors c'est pas des gens c'est des gens qui ont bossé de façon très ponctuelle avec nous en externe parce Parce que que les auto-entreprises, du coup, on peut n'ont pas pas ça. besoin de. Voilà. Enfin, on a. Non, on les gère ça pas, sert ouais. à rien non, qu'on ça les sert, gère. ça sert à rien de gérer ça. De base, c'est censé être d'ailleurs très simplifié pour les auto-entreprises. Mais s'il y avait eu le truc de la TVA, pour le coup, ça aurait beaucoup complexifié leur travail. Mais, Ouais. Et du coup, plein de questions. On s'est retrouvé à nous poser plein de questions. genre, comment fonctionne la TVA, comment je vais devoir déclarer mes trucs et tout. Et j'étais là en mode, posez la question à Alexandre. Je suis nul en calcul. Mais ça, c'est parce que l'auto-entreprise est aussi peut-être pensée pour être quelque chose de passager. Bon, là, ça mettait beaucoup de gens dans la sauce, hein, effectivement. Bah là, on Mais bon. Mais oui, va voilà. pas devenir un podcast politique. Non, mais par contre, ça changer pose couleur. la question des modes de société. Parce que du coup, il y a plein de Ouais. types de sociétés qui existent. Et Et ça, au bout d'un moment, si jamais tu es un auto-entrepreneur qui se met à payer la TVA, c'est peut-être le moment de plus être en auto-entreprise. Mais justement, c'est bien là où c'est compliqué. C'est que, en fait, oui. t'es créateur, on te dit, fais une auto, ok, machin, c'est hyper simplifié, t'es super content. Mais après, tu fais quoi? Et on en connaît des créateurs qui ont eu la On en TVA connaît beaucoup. en rattrapage à payer. On en connaît beaucoup qui se sont retrouvés des gens, même. Moi, j'ai bossé avec quelqu'un qu'on a payé en autorat. Parce que c'était un travail d'autorat et qui nous disait je comprends pas, j'ai une autre entreprise, on va ouvrir une autre entreprise pour ça. Mais Oui. c'est- Ouais, je m'en c'est- souviens. Oui, c'est- tu te Ouais, souviens. voilà, tu m'as dit, Ouais, oui, ouais. je m'en souviens, oui. Et Ça nous est ça, arrivé, oui. c'était pas adapté. Je Quoi. trouve que c'est les principales questions d'ailleurs qu'on a quand on va aux événements, etc. Et Ouais. c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'y être. C'est en fait, je fais quoi comme structure juridique, c'est quoi une SARL, c'est quoi une auto-entreprise, c'est quoi la TVA, je gère comment ça en fait, parce que Ouais. moi je fais des vidéos dans ma chambre sur internet. Ouais, ou C'est dehors, pour, ça dépend, enfin, pas peu forcément importe. que dans la chambre. là. C'est pour reprendre le cliché du Ouais, youtubeur. bien sûr. Et du coup, c'est là où nous, on a une réponse à leur apporter, quoi. Oui, parce que ça dépend, en fait, c'est vraiment un service personnalisé qu'on fait. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on propose en gérant. À partir du moment où il y a cette transformation qui se fait, qu'il y a une confiance qui s'est vraiment créée, nous, on propose aussi de créer cette société, de faire en fonction des besoins, parce qu'en fait, typiquement, toi, tu n'as pas la même forme juridique avec ta société Linguistica pour les besoins que tu avais que d'autres créateurs qui ont eu besoin d'être dans une Ils ont forme d'autres juridique. besoins. hein. Parce qu'ils ont d'autres besoins, ils ont d'autres impératifs, ils ont plein d'autres choses à faire. Et en fait, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Je pense que nous, j'ai pris la température de plein de côtés parce qu'on a forcément envie de savoir c'est quoi le plus optimal. Voilà, je suis youtubeur, qu'est-ce que je dois avoir? Est-ce que je dois avoir une SAF, une SASU? Est-ce que je dois avoir une URL? Est-ce que je Sachant dois que faire ci? l'objectif principal est de payer le moins possible de cotisations et d'impôts, etc. Ah, ça dépend. Sauf que- Ça dépend. ça oui. dépend. Bah, quand même. Ça, en fait, on Tu est là. passes de l'auto-entreprise où t'as plus ou moins pas trop de compta à faire. T'as que l'URSSAF en gros à payer et c'est genre 24%, enfin ça change, ça monte tous les 6 mois. Tu payes ton truc et puis basta. Après on te dit en fait tu fais trop de revenus, tu dois payer de la TVA, enfin tu dois facturer de la TVA. T'es là en mode ok, c'est quoi cet énergumène. Après, l'autre et entreprise, tu peux rien déduire. Tu peux rien dire. je parle sous, je sais, enfin. Attention à je ce suis que tu dis. Attention à ce que tu dis. Je suis pas très loin de toi. Je crois qu'en auto-entreprise, quand même, tu peux déduire, à partir du moment où tu payes de la TVA, tu pourras Ah oui. déduire ta TVA Mais... au minimum. Mais je veux dire, par exemple, mais t'as un oui, bien restaurateur, bon, c'est pas le cas, ou t'es un youtubeur en auto-entreprise, t'achètes du matériel, Ouais, ce c'est pour ta matériel-là, com, TTC. il est fiscalisé. Enfin, TTC. il est TTC et tu payes des impôts. Et tu te fais tuer. Tu peux pas le Non, mais déduire ça, du c'est résultat. Ça dépend de ton activité. De toute façon, par exemple, si j'étais maçon, ce qui Oui. aurait pu arriver, Je premier degré, pense que oui. voilà, je pense pas que je ferais une auto-entreprise. Il y a trop de matières premières à acheter. Moi, j'ai Mais eu ça- le cas. Alors, tu veux une Ouais, il y en a anecdote? beaucoup- il y en Moi, a beaucoup, j'ai bossé hein. avec des maçons en Et- et- Non, je auto-entreprise. veux pas. Non, je veux pas. Il y a Non, non, beaucoup- il y a beaucoup de maçons en Non, entreprise. tu veux savoir comment ça marche? Ce qu'ils font, Et moi, je c'est ferais que pas ça. ils font tout pour toi, mais c'est à toi de payer Ouais. individuellement tous les fournisseurs. Donc moi, j'ai dû aller voir le loueur de matériel, lui faire un chèque, Mais j'ai c'est dû aller hyper voir chiant. machin. C'est super chiant. C'est c'est effectivement hyper super chiant pour que à la fin, tu ne te retrouves qu'à payer la main d'œuvre. Ouais.
pour éviter effectivement qu'ils aient à déduire quoi que ce soit, parce qu'ils peuvent Moi, pas j'aime déduire. bien le côté package. Genre, en fait, Ah bah, bien sûr. si tu me payes, tout est pris dedans et t'as qu'un seul chèque à faire. Et ça, c'est le truc qui est. On s'éloigne du sujet. Oui, on s'éloigne complètement du De sujet. ouf. On va peut-être finir et peut-être reconnecter. C'est aussi pour ça l'avantage de passer qu'une agence qui est une forme de société comme la nôtre, c'est aussi que nous, on peut bosser avec plusieurs types de formes de société et on peut bosser avec des autres entrepreneurs, des gens qui sont en machin, qui sont en truc. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.